Mais c'est que je voyais pas les solutions. Ouais. Quand t'es fâché, tu vois pas les solutions. Tu vois juste... Tu vois rien quand t'es en colère. Il y a rien... Il y a aucune décision qui est prise sous... Je dirais même le joug de la colère, parce que c'est tellement... Ça se dit-tu, le joug de la colère? Oui, mais tu l'as dit, fait que moi, je considère que ça se dit très bien. Ça se dit? Le joug de la colère, oui. Je vois pas pourquoi ça ne dirait pas. Ouais. Tu sais que c'est tellement... C'est de l'acier, c'est pesant, c'est lourd. Il n'y a rien qui va se bâtir sous ça. Tu sais, la colère est tellement... Elle est nécessaire par moment, mais elle est tellement... Nocive. Écoute, mais une goutte de poison dans une piscine, ben ton eau est contaminée. Ben, je trouve que c'est ça que ça faisait, cette colère-là, cette rage-là. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est particulier parce que ce sera la première fois que je fais Ouvre ton jeu pour une deuxième fois à la même personne parce qu'il y a quelques semaines, on a fait un spécial devant public pour la prévention du suicide. J'étais ambassadrice et les porte-paroles de ce mois si important et on a décidé de faire un Ouvre ton jeu devant public chez Randolph au 10-30 et aujourd'hui, il est là devant moi et on va pas refaire Ouvre ton jeu, on va faire un nouveau Ouvre ton jeu avec un gars que dès que je l'ai rencontré, j'ai vu qu'il y avait un magnétisme, un charisme, quelqu'un d'une grande profondeur. Puis des fois, on peut confondre parce que son look, on n'est pas sûr. Des fois, non, mais on peut avoir un petit doute, mais dès qu'on te rencontre, c'est comme ça va tellement avec toi, toute cette profondeur-là. Alors, je suis contente de te présenter Jonathan Roberge. Ben, merci. Pas que j'aime je suis nerveux. T'es nerveux? Hey, la dernière fois, je me suis ouvert devant le public, là. Je m'attendais pas à aller... Hey, tu m'as tellement fait réfléchir sur beaucoup de choses. Et puis, sur mon enfance, sur ma relation avec mon père. Là, j'étais là devant des gens comme si j'étais dans un bureau de psy, mais que la porte était ouverte. Ouais. Puis le pire, c'est que je suis un livre ouvert, mais là, on est allé à des places où j'étais... Hey, même moi, il faut que je me questionne profondément. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime prendre le temps d'analyser des choses. Fait que là, j'étais nerveux en m'en venant. Mais les gens t'écoutaient, là. Hein? Tu sais, t'as fait beaucoup réagir, t'as fait pleurer. Les gens ont beaucoup apprécié. Mais c'est sûr que c'est un exercice devant le public qui est plus délicat. Puis là, j'ai choisi, parce que je fais le jeu, fait que j'ai essayé de ne pas mettre les mêmes questions que la dernière fois. Mais évidemment, on va aller dans les mêmes zones. Oui. Alors, on va voir ce que ça va donner. Oui. Et quand j'ai parlé de ton look, c'est que à prime abord, là, avant que je te rencontre, là, Jonathan, là, je pensais que tu étais comme un dur. Ben, il y a beaucoup de gens qui pensent ça parce que ben, j'ai des tatouages jusque ses doigts. Mais j'ai tout le temps été un gars doux, mais je suis vraiment l'homme au masque de fer, tu sais. À l'intérieur, très, très doux, mais il a fallu qu'on m'enferme pour que je sois doux. Tu comprends ce que je veux dire? T'sais, j'ai tout le temps été... Je suis colérique, pareil. OK. Mais ça me prend mon petit masque serré pour me maintenir correct. Parce que sinon, je dirais trop tout ce que je pense. Puis ça en est... Tu sais, mon gérant, il aime pas beaucoup ça, là, quand il sait que je vais faire des entrevues, il est tout le temps nerveux. Tout le temps, partout. Que ce soit n'importe quoi. Quand j'allais à 2 filles le matin, il me disait « Fais attention, hein, ce que tu dis, oublie pas, là. » Tu sais, ce que certains artistes auraient peut-être besoin des fois, mais moi, Toi, tu te laisses aller. En fait, tu t'ouvres. Je m'ouvre T'es en confiance. Mais c'est parce que je suis beaucoup dans la validation. J'ai réalisé que pour moi, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, ce qui m'a aidé, moi, à aller mieux dans la vie, c'est quand j'ai été validé. Quand j'ai fait une énorme dépression en 2009 puis que j'avais des idées noires, ce qui m'a vraiment aidé à m'en sortir, ça a été quand j'ai fait « Je suis pas seul, OK, t'as déjà vécu ça toi aussi. » Et en parlant beaucoup avec ma psy, parce que j'ai vu 14 ans la même psychologue, j'ai réalisé que à la seconde où j'étais validé que d'autres avaient fait la même chose que moi ou avaient passé par le même chemin, on dirait que 50% du travail était fait. Donc, elle m'avait dit, oui, il y a beaucoup de gens comme ça. Puis je me suis dit, ça pourrait être ça ma responsabilité en tant qu'artiste, c'est d'ouvrir ce que j'ai envie d'ouvrir, puis de l'ouvrir en profondeur. Puis si ça peut aider des gens qui sont comme moi, puis qui ont besoin de validation, ben mon bout de chemin à moi est fait comme artiste. Je suis tellement d'accord. Tu sais, on reçoit beaucoup de commentaires sur
au passage des différents invités. D'ailleurs, je remercie tout le monde parce que ça consolide des choses, ça donne un élan de lire les commentaires des gens et ça va vraiment dans le sens de ce que tu viens de dire. Il y en a beaucoup qui me disent, OK, ça vient de me faire comprendre. Quelque chose qui était comme un nœud dans ma vie, ça vient dénouer un nœud. Ou encore, je viens de comprendre quelqu'un dans mon entourage parce que justement, ça valide. Des fois, on a aussi, on vit avec de la honte, on vit avec des regrets. Et là, on entend d'autres personnes comme confronter ça, puis dire, voici ce qui était là après. Et là, OK, mais il y a une vie après tout ça. Tu sais, des fois, je pense qu'on s'en met beaucoup sur les épaules. Donc, les témoignages, puis tu sais, dans toutes mes émissions, ça a été important, mais le podcast, c'est différent parce qu'on y va vraiment en profondeur juste avec une personne. Oui, et il n'y a pas la censure d'un diffuseur avec des publicités qui s'en viennent. Mettons, parce que je suis allé souvent à Deux filles, là, puis à Marie-Claude, j'y allais souvent. Ouais. Tu m'invitais, puis merci beaucoup, j'ai toujours apprécié y aller. J'ai même un gag dans mon spectacle que je faisais. Vous m'avez connu soit dans la série Contre de gars, soit à Friston, vous m'avez vu pleurer peut-être à Deux filles le matin. Puis ça faisait toujours rire parce que le clash était énorme entre les trois projets. Tu sais. Puis c'est vrai que j'étais là souvent. Oui. Puis je sais où je m'en allais avec ça pour dire que je me rappelle même plus où c'est que je m'en dans allais la avec validation. Oui, là, il y a des gens, des fois, que ça m'est déjà... Il m'est déjà arrivé de lire en dessous dans les commentaires. Mon Dieu, qu'il a besoin d'attention, on le voit partout en train de parler de ses problèmes. Puis j'étais non, c'est totalement l'inverse. C'est que j'accepte de parler de mes problèmes pour pouvoir aider du monde. C'est pas parce que je veux... nous, on veut. Tu sais, moi, je voulais ça aussi. Je veux dire, c'est parce qu'on t'invitait. Puis, mais la première fois que je t'ai reçu, puis ça m'avait vraiment étonnée. Parce que, tu sais, l'équipe dit, il y a Jonathan Roberge. Jonathan Roberge, il va accepter de venir à Deux filles le matin. Tu vois, quand même, j'avais un préjugé. Là, puis là, quand je t'ai vu, ça n'avait plus, mais c'était sur les esprits, les maisons hantées. Oui, je m'en rappelle. Avec Christian Page. Hey, j'avais tellement de... Je m'en vais le voir en show, après, j'aime en conférence. Moi, j'aime assez Christian Page. Là, parce que toi, tu as vécu dans une maison quand tu étais petit où il se passait des choses non expliquées. Ben moi, pas que j'y croyais pas, mais comme tout le monde, je dis, ouais, OK. Puis la journée qu'il se passe des trucs, puis que là, tu fais, hey, attends une minute, là, je peux pas dire ça à personne, m'avoir l'air d'un idiot. Puis là, tu vois des choses, t'entends des choses, les autres membres de ta famille aussi, pendant des années. Puis à un moment donné, je me rappelle être autour d'une table, on est dans un bar avec plein d'amis de mon équipe d'impro, puis je commence à dire ça, et le monde se moque de moi. Puis je suis comme, mais t'étais tellement pas dans le même sous-sol que moi quand j'ai entendu ça, t'es qui pour rire de moi? Fait que je me suis dit, je vais en parler publiquement. Le monde riront jusqu'à temps que ça leur arrive. Puis c'est une des raisons pour laquelle j'assume totalement ce que je dis, ce que j'ai vu, je le sais, ce que j'ai entendu, je le sais. Puis je m'en fous que les gens rient parce que... Est-ce que ça change de quoi d'avoir vécu ça et de savoir que pour toi, il y a des entités? Ben, je me suis mis beaucoup à lire après ça, sur tout ce qui est la théorie des cordes qu'ils appellent, là. Tu sais, c'est comme sur les différentes dimensions, puis sur ces trucs-là. Puis j'essaie de trouver le côté scientifique en arrière de tout ça. Tu sais, est-ce qu'il y a vraiment un fantôme ou c'est une empreinte dans le temps? Est-ce que c'est résiduel? Est-ce que c'est quelque chose qui est juste là, mais qui fait toujours la même chose aux mêmes heures? Tu sais, en tout cas, bref. Est-ce que c'est comme dans Interstellaire? C'est-tu quelqu'un d'une autre Moi, si tu dimension? savais comme ça m'intéresse. Moi aussi, j'adore ça. Ça me fascine. Tu sais, moi, je vivais dans une maison quand même qui avait 170 ans. J'espérais tellement être visitée. Pas arrivé, mais... Pas une fois. Moi, j'étais peut-être quoi qui va finir par bouger? Est-ce que je vais sentir un frisson, un courant d'air? Ben non. Moi, j'entendais marcher la nuit dans ma chambre. J'aimerais tellement ça. J'avais tellement peur. J'avais 15-16 ans et ça passait... comme ça passait à travers mon mur, puis c'est ce qui était étrange. Puis mon frère l'avait entendu aussi le soir, le lendemain. J'ai dit, hey, c'était quoi cette nuit? Il dit, toi aussi, t'entendais comme partir à courir. Puis on dirait que ça passait à travers mon mur, puis ça rentrait dans le tien. Fait que je me suis dit, c'est peut-être la plomberie qui cogne, tu sais. Puis là, c'est arrivé une fois, deux fois. Puis là, on était 3 garçons dans le même sous-sol. Et les 3 garçons l'avaient entendu. Et à un moment donné, c'est mes parents qui disaient, hey, la nuit, quand vous allez aux toilettes, arrêtez de courir, là. Puis hey, c'est pas nous. Fait que tout le monde avait entendu courir. Et à un moment donné, j'expliquais à mon père, hey, regarde, c'est comme si ça avait passé ici. Puis là, mon frère Sébastien disait, oui, c'est comme si ça continuait là. Puis là, mon autre frère dans l'autre chambre. Mon père dit, c'est l'ancien corridor. Avant que, quand j'ai acheté la maison, j'ai tout rénové. Fait que là, tu fais, c'est bien intéressant de... C'est peut-être même pas un fantôme, c'est peut-être juste un son qui est pris là. Puis c'est de la science qu'on comprend pas encore. Il y a peut-être quelqu'un? Ou pas.
Là, je te dis. Ben, moi, c'est que j'aime beaucoup je veux des explications. Puis Christian Page, en tout cas, on parle de lui. Il faudrait que je reçoive un moment donné dans le Marie Club. Parce que Christian, c'est un enquêteur. Il défait ça. Oui, il essaie de prouver qu'il y a des affaires qu'il n'est pas capable, mais la plupart, il est capable. Puis on dirait que. Ah, mais l'entendre, non. Mais c'est sûr qu'en conférence, ça va être extraordinaire. Je suivais aussi son balado en voyage l'année passée. Je faisais de la moto pendant 3 semaines tout seul au Colorado. J'écoutais Christian Page décortiquer tout ça. Puis c'est pour ça que j'ai appris à décortiquer aussi ce qui s'était passé dans cette vieille maison-là. Faire, OK, ça peut être tel truc, ça, c'est telle affaire. Ça, c'est peut-être aussi. Est-ce que c'est nous qui avons créé tout ça? Tu sais, c'est une autre porte qu'on n'a jamais ouverte, mais tu sais, que quand je lis, des fois, il y a des gens qui pensent à ça aussi. Est-ce que c'est nous qui créons ces bruits-là, puis tu l'entends aussi? Puis, mais tout en même temps? Oui, peut-être. Peut-être. C'est la science. On ne sait pas. Est-ce que tu es prêt à ouvrir ton jeu? Je suis nerveux. Je ne sais pas si on va être visité. En tout cas, on est ouvert à ça. Ça serait le fun. Ça serait le fun. Gênez-vous pas, s'il y a des entités, venez jouer avec nous. Alors, tu connais le jeu, hein, le niveau vert qui est un des questions plus générales. Niveau jaune, c'est parce que Marc Labrèche, OK, a fait une parodie dans son émission sur le podcast, puis il m'imite tellement bien que je sais plus comment le faire. C'est très drôle. Il est bon. Écoute, c'est pareil, la bibliothèque, il me ressemble. Et il fait aussi Denis Coderre devant lui. Puis finalement, il dit OK, Denis Coderre, mais finalement, les questions, c'est quand même toutes pour moi, là. c'est juste... Mais Marc, tout ce qui touche, c'est tout le temps bon. J'ai jamais vu quelque chose de Marc Labrèche qui était pas bon. J'en reviens pas à quel point il est bon. Juste. Puis là, honoré, j'ai comme un tic nerveux de même là, qui fait. Fait que là, je me dis, OK, je dois faire ça. Mais là, et évidemment, c'est exagéré. Ouais. Mais j'ai ri, mais je le trouve. Je suis honorée vraiment de ça. Puis c'est bien fait. Oui. Puis j'espère qu'il va recevoir d'autres invités dans son drôle. Ouvre ton jeu. Une fois qu'ils ont pensé au décor, aussi bien de l'exploiter. Mais être parodié, souvent les gens pensent que c'est méchant. Puis que, mais si tu tasses ton ego de côté, au contraire, moi je trouve que c'est comme. Ils ont pris le temps de monter un sketch, écrire des jokes. Je peux même pas. C'est même pas une affaire. Il est pareil, Caroline. Oui. Mais tellement que je sais plus trop. Tu sais, fait que je sais plus comment présenter mes questions. Sois toi-même. Fait que c'est sûr, il faut que je continue parce que là, tu dis, mais c'est des questions, toutes tes questions pour moi, c'est ça. Fait que les vertes sont moins personnelles, celles-là sont plus personnelles. Ça sont juste pour toi. Je sais, juste pour toi, celles-là sont yank pour moi. Parfait. C'est tellement drôle. Ici, tu as les questions, et je vais le dire comme Marc Labrèche, avec des si. Avec des ça, c'est des questions hypothétiques. OK. Et une question, il y a toujours la même question à la fin, et tu as ton joker. Oui, si je veux pas répondre à une des questions. Bon. Fait que voilà. Alors, c'est fini ici la parodie de Je parodie Marc Labrèche qui me parodie. Ça va super bien. Alors, comme ça. OK, j'aime ça. Ça me fait du bien de t'en parler. Alors, la façon qu'on commence, tu as 8 questions vertes, tu les brasses, tu m'en donnes 4. Oui. Et je vais te les lire, tu vas en choisir une et je vais en choisir une. Même au hasard. Ouais, c'est ça. Elles sont toutes pour toi. Elles sont toutes pour moi. Tu m'en donnes 4. 1, 2, 3, 4. Merci. Et voilà. Quel défaut tu ne voudrais donner à personne? Quelle place prend l'amitié dans ta vie? À quel moment de ta vie as-tu dû te tenir debout? Quelle personne a fait une différence dans ta vie? Il y a tellement de... la première, c'était quel défaut je ne voudrais pas léguer à personne? Ouais. Je vais y aller avec celle-là. OK. Quelque chose que je combats depuis maintenant 3 ans et demi, qui est être moins colérique. Être colérique, je déteste cet aspect-là de moi. Des fois, ça me drive, tu sais, dans des projets où j'ai tant été quelqu'un avec beaucoup de conviction, puis m'impliquer, puis être fâché, ça fait partie de moi depuis que je suis petit. Puis c'est comme si j'avais tout le temps quelque chose qui bouille en dedans de moi, puis qu'il faut que ça sorte. Et des fois, c'est sur des banalités que je rumine. Et ça, je souhaite ça à personne parce que c'est vraiment comme être sur un taureau mécanique. Puis tu sais jamais quand tu vas tomber, puis quand ça va te nuire. Puis il y a des fois, être colérique, ça peut être c'est pas crier nécessairement. Là. Ouais, comment ça se manifeste chez toi? Ça va être dans l'impatience, Pour moi, tout est d'une évidence parce que je passe tout le temps mon temps à trop réfléchir, suranalyser toutes les situations. Donc, quand j'arrive avec quelqu'un qui l'a pas fait, je me dis, non, c'est évident, là, c'est ça. Tu sais, je parle bête. J'ai l'air de Patrice Robitaille dans tous ses rôles. Là, tu comprends? Je dis dans ma façon de parler. Là. Mais comment, c'est là, là?
Puis ça, on me l'a reproché, tu sais, chez des amis, des copines qui m'ont dit « Hey, c'est un peu gossant, ça, tu sais. On a juste décidé d'aller faire tel vignoble en vacances au lieu de celle-là, puis c'est pas grave, là, si c'est pas le fun, tu sais. » Est-ce que tu boudes? Moins. Adolescent, oui. Ma colère venait avec du boudage, là. À un moment donné, tu vieillis aussi. Puis ma colère, j'essayais, tu sais, pendant des années, j'essayais de transformer cette colère-là en quelque chose de positif, puis de... Fait que je mettais toute cette colère-là dans le travail, Mais à un moment donné, je te dirais, il y a environ 2 ans, 3 ans, quand je me suis séparé, puis que c'était un défaut qu'on me reprochait beaucoup. Puis, comme je disais, moi, je vais voir la même psy depuis longtemps, d'être assis dans le bureau, puis de faire, OK, il faut faire quelque chose avec ça, Marielle. Je suis tanné d'être colérique. Elle disait, on n'arrêtera pas d'être colérique, Jonathan. On va aller à la base, savoir qu'est-ce qui te fait pogner les nerfs, tu sais. Puis moi, dès qu'il y a une injustice, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique dans les choses, j'ai pas de buffer. J'ai pas de, excuse-moi l'anglicisme, mais j'ai pas de d'amortisseur. Toi, t'as un ouvert-fermé. Oui. T'as pas de rétrogradeur, là. Oui, exactement. Puis j'essaie de nuancer des fois. Puis je suis comme, il n'y en a pas de nuance. Il n'y en a pas. C'est du niaisage. Arrêtons, là. C'est-tu parce que t'es trop pressé aussi? Oui, ça vient avec. Tu sais, cette impatience-là vient dans le... Moi, je trouve que quand c'est évident, puis que là, tout le monde donne son point de vue autour d'une table... Puis là, t'es rendu à la fin. Moi, je suis rendu à la fin. Tu sais, moi, les meetings qui répètent un courriel, là. Tu sais, combien de fois je suis sûr que tu dis toi aussi, là, quand t'es en télé, là, on est 18 000 dans un courriel parce que tout le monde veut donner son point de vue sur le rideau en arrière, là. Puis t'es comme, il sera bleu, il y a quelqu'un qui est payé pour ça, il est bleu, Sarah s'en occupe, c'est bleu, on arrête. Puis le monde trouve ça bête quand je fais ça, puis c'est même pas méchant. C'est comme dans ma personnalité. Puis... Qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça? Honnêtement, je me suis même isolé pendant un bout de temps. Es-tu bien avec toi-même quand t'es seul? Ah oui, ça oui. Là, il n'y a pas de colère. Non. Comment t'es sans colère? Non, mais je rumine quand même beaucoup. L'année passée, quand je suis parti mon 3 semaines en road trip Colorado, là, les 2 derniers jours, j'avais ruminé beaucoup sur ma séparation, sur l'injustice avec la maladie de mon fils. Mais c'est quoi, là? C'est dans ta tête que ça se passe? Oui. Puis là, je deviens, là, tu sais, les poings crispés, puis j'ai comme, Fait que pendant longtemps, j'ai fait de la boxe, j'ai fait du jiu-jitsu, j'ai fait des arts où je devais... Puis je défoule ça dans le travail. Je suis workaholic pour calmer tout le temps cette rage-là. C'est une rage, mais on dirait que c'est une énergie que tu contrôles. C'est une énergie que tu contrôles pas. Que je tente de contrôler. T'as comme une bête, un cheval. Un taureau, je suis vraiment assis sur un taureau. C'est ça, tu là, l'as bien dit, puis t'arrives pas toujours à faire ce que tu veux. Là. Ouais. Il sort du box, puis tu perds le contrôle de temps en temps. Je dirais que depuis 3 ans, c'est vraiment moins pire. De beaucoup même, ouais. Parce que ma psy m'avait donné des trucs, tu sais. Qu'est-ce que tu es en train de gâcher? C'est ma phrase maintenant. Tellement vrai, ça. C'est la phrase à se répéter. Là. Si tu es colérique, si tu es impatient, c'est de faire hey, qu'est-ce que tu gâches, là? Qu'est-ce que tu vas gâcher? Puis même fâché, là, éloigne-toi de la situation, mets-toi à 150 pieds dans les airs, puis dis résume en une phrase, qu'est-ce que je vais gâcher? Là, je vais gâcher une belle journée au glissade d'eau avec mes enfants parce que j'ai reçu un téléphone, parce que ma compagnie d'assurance ne veut pas rembourser telle affaire ou monter ma prime. Tu sais, ça m'est arrivé une année, là. Tu fais payer les autres. Là, j'étais sur le bord de la table à pique-nique, là. Puis là, t'es au téléphone avec ta compagnie d'assurance. Puis tu fais, attends, là, c'est moi qui se fais rentrer dedans, c'est moi qu'il faut qu'il paye. Puis là, tu commences à pogner un air. Puis là, tu lances ton téléphone, tu fais, voyons donc. Puis là, tu dis ça à ta blonde, puis tu fais, comme toi, là, on t'a avec les enfants pique-nique, tu glissade d'eau, là, tu sais. Puis là, de te mettre 150 pieds, de juste aller marcher un peu plus loin, faire, hey, tu vas gâcher la journée de tes 2 enfants au glissade d'eau, ils ont entendu ça tout l'été, là. Puis là, tu reviens à table, puis tu fais, hey, désolé, papa était fâché à cause que je trouve ça injuste, que je dois payer, puis je leur explique. Puis des fois, mes enfants sont cute parce qu'ils le savent que je suis impatient. Puis l'autre fois, mon fils me dit, hey, wow, t'as pas pogné une nerf? Puis je suis comme, nope. Je dis, hey, c'est vrai. Il l'a remarqué. Ben oui. Il savait qu'habituellement, c'est ce genre d'affaire que tu faut quand même que tu sois pas mal colérique quand les autres le remarquent. Le remarquent et l'attendent. Attendent la colère. Je dis colérique, ça sera jamais... Je vais jamais rabaisser quelqu'un ou... Non, mais tu te mets dans un état. Je me gêne pas, ouais. Mais tu sais, la colère, c'est très physique, hein? C'est-à-dire que c'est le sang qui... Tu sais, au cerveau, il y a un endroit, le sang, là, il passe plus, là. Je veux dire, c'est pour ça qu'on devient rouge. Il y a des symptômes physiques qui viennent avec une colère. Ah ouais, moi, je serre les poings. C'est pour ça que c'est pas bon sur un long terme, la colère. Moi, je vais mourir jeune à cause de ça, je l'ai tant dit. Je te ferai pas longtemps parce que la colère va m'avoir grugé beaucoup, mais va m'avoir amené tellement beaucoup aussi. Tu sais, va m'avoir...
Je me suis jamais laissé faire dans la vie. Je me suis jamais... Mais tu sais à quoi sert la colère? C'est limiter son territoire. La colère, c'est notre mécanisme de défense le plus fort. C'est là que, voici, ça, c'est mon territoire. Là, tu vas te défendre. Ouais. C'est notre survie, la colère. Ouais. Tu comprends? C'est juste que qu'est-ce qui te met en colère? Qu'est-ce qui exacerbe ce trait de caractère-là? C'est là que ça devient problématique quand tout devient ta frontière. Quand ta frontière est tellement... Quand ton territoire, soit qui est très, très grand, c'est facile de piler sur ta colère. Tu comprends? Ouais. Il y a des gens, c'est le contraire. Ça va être un... Là, je dis ça, j'ai entendu Marc Pistorio le raconter. On s'entend que je suis vraiment intéressant. Mais tu sais, si t'avais il y en a que c'est tout petit. Ils vont se laisser marcher dessus. Ça va être tellement long avant qu'il y ait une colère. Et il y en a d'autres, hey, ils ont des acres de terrain. Ouais. Fait qu'à l'autre bout, juste l'entendre, déjà, ça vient de piler sur ton terrain. Ah non, moi, non, ça sera pas, mettons, jusqu'à l'autre. Tu sais, je réfléchissais pendant que tu discutais. Ben, que tu analysais, parce que je me disais, tu sais, mettons, d'où ça vient, d'où... Puis là, tu as parlé de territoire, puis moi, j'ai déménagé beaucoup quand j'étais petit. Fait que j'étais tout le temps nouveau à l'école. On a ça en commun, Jonathan. On a ça en déménagé beaucoup. Fait que tu as tout le temps besoin soit de te défendre ou de faire rire. Moi, j'ai tout le temps... C'est pour ça que je suis colérique et comique. Parce que t'arrives, t'es nouveau à l'école, pour vrai, dans les années fin 80, début 90, tu te faisais écœurer. T'arrives là, en 3e année avec ton petit sac à dos, ouais, t'es devant toute la classe, le nouveau Jonathan, à la cour de récré, personne ne veut jouer avec toi. Là. Puis quand t'arrives, il y a quelqu'un qui te pousse, ben, c'est soit que tu fais une blague ou à l'époque, où tu te défendais, tu sais. Ouais. Donc, t'es vite colérique ou drôle. Mais, tu sais, moi, j'ai analysé ça, mes nombreux déménagements, à 30 ans. J'ai réalisé que j'avais des séquelles. Puis mes 2 séquelles, puis ça va peut-être résonner, c'était une surcapacité d'adaptation. Ce qui faisait que je savais pas tant j'étais qui. Parce que je m'adaptais aux autres. J'étais tout le temps la nouvelle. Fait que t'es pas placé pour t'installer, si on veut. Et je ne m'attachais pas. Parce que moi, mes racines étaient dans les airs et non dans la terre. Parce que je savais que j'allais toujours m'en aller. Puis il n'y avait pas de courriel, de texto, de Facebook à l'époque. C'est que si je m'attachais, parce que oui, je me suis attachée, je me suis fait en 2e année, j'ai eu une peine d'amitié incroyable. Puis ça m'a fait mal. Même si j'avais 8 ans, je pense que ça a laissé une empreinte. Fait qu'après, c'était « Oh non. Moi, il n'y a plus personne qui va s'en aller aussi profond dans mon cœur. » Puis je pense qu'à 30 ans, quand j'étais alitée pour mon fils, j'ai eu des grandes prises de conscience dans cette période de silence et d'immobilité, dont ça. Puis j'ai dû... je me disais, il faut que je m'affirme. Parce que de toujours s'adapter, on ne s'affirme pas. Puis là vient une colère parce que t'es comme l'incompris. Mon Dieu, oui, c'est tellement ça en plus. C'est tellement ça. Tu sais, puis c'est rare que les gens te demandent, toi, qu'est-ce que tu ferais? La minute que tu dis, mais je vais faire comme toi. OK, c'est parfait, on va aller manger du chinois. Oh, encore, dans ta tête, tu dis, non, mais pas ça j'aurais choisi, mais ça va être correct. Ça va être correct. Ça va être ça. Mais à un moment donné, je pense qu'on a un trop-plein. Puis moi, la colère, je l'ai connue au début de ma ménopause. Puis j'en parle, là, excuse-moi de t'interrompre là-dessus, mais je veux juste faire un mot. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. Puis je ne savais pas ce qui se passait. J'avais comme, à certains moments, on dirait que j'étais possédée. Je devenais, là, les dents me serraient, puis là, j'allais me coucher dans mon lit, en dessous de mes couvertes, j'étais là, faut que ça passe. Mais je peux comprendre que quelqu'un qui vit ça souvent, c'est épouvantable à vivre. Et là, j'ai compris que c'était hormonal. Mais même si c'est hormonal, tu le vis pareil. Et j'explosais n'importe quand. Puis je me souviens, des fois, mes enfants étaient déstabilisés par ça. Par dire, mais ça va-tu? Puis là, j'étais, oui, OK, ça va. Mais là, moi, j'avais envie de pleurer, de dire, mais je sais pas quoi vous dire. C'est arrivé, ça... Mais ça, c'est hormonal. Mais il reste que je pense qu'on a des événements dans notre vie où l'eau est presque tout le temps en train de bouillir. Moi, Adib m'avait déjà dit quelque chose à un moment donné, parce que je parlais de colère, puis que lui me disait, moi aussi, je suis prompt, tu sais. Et il m'avait dit, c'est un peu comme la grenouille dans l'eau chaude. Là. Puis moi, j'avais jamais entendu cette expression-là, tu mets une grenouille dans une casserole, puis tu montes un petit peu la température à toutes les demi-heures. La grenouille s'en rend pas compte. Puis elle va mourir, elle va bouillir, tu sais. Elle se rend pas compte que ça monte doucement. Et c'est totalement ça, ma colère. C'est que des fois, je m'en rends pas compte que ça monte doucement, et que j'explose, tu sais. Et je parle au présent, mais il y a vraiment une énorme différence entre moi à 40 ans versus moi à 30. La différence, elle est énorme. Alors que je laissais ma colère me guider, là, maintenant, j'ai pris le contrôle du rodéo. Là, je suis capable de me tenir sur le cheval puis de même le ramener au box, le taureau. Là, puis le cheval,
ça m'arrive encore, là, la dernière fois où il a fallu que je m'arrête puis que je fais « Hey, wow, calme-toi », c'était, comme je te dis, en vacances. C'était mes premières vacances en 4 ans. Puis dans ces 4 ans-là, j'ai souvent dit publiquement, puis tu sais, moi, il y avait eu la pandémie, ma séparation, Xavier, son cancer, ses récidives, la perte d'argent, parce que la pandémie a fait ça à tout le monde, tu sais, surtout beaucoup d'artistes. Puis moi, j'avais tout lâché pour sortir mon spectacle. Donc, j'en avais plus de revenus. Tu sais, c'était comme, ça a été un 4 ans vraiment difficile. Puis là, j'en sors à peine, tu sais, de ce 4 ans-là. Là. Et c'était les premières vacances que je m'accordais depuis 4 ans. Et je suis parti 3 semaines seul, en moto, camping, traverser les Rocheuses, puis les déserts du Colorado, un peu du Nevada, puis de l'Utah. Je suis allé me promener tout seul. Et à la fin de ces 3 semaines-là, à parler à personne, à méditer, à relaxer, il y a eu 2 jours là, où je voulais juste gueuler. Puis je savais pas pourquoi. Puis à un moment donné, tu fais, Jo, peut-être parce que ça fait 4 ans que tu es debout devant tes enfants à te tenir droit, puis que on vit dans un monde dans lequel on dit aux garçons depuis longtemps, ferme ta gueule avec tes émotions. Déjà que oui, je suis un livre ouvert, mais il y a aussi ce que j'ouvre, puis ce que je garde pour moi aussi. Mm-hmm. Puis gérer maladie, séparation, pandémie et ta carrière en même temps, que tout ça s'écroule. C'est trop pour un être humain, surtout un colérique. Et puis, il a fallu que ça s'est sorti en criant pendant 2 jours dans la forêt, au Colorado, puis en moto pendant que je roulais. Puis j'ai fait... C'est comme si l'éponge venait de se vider enfin. Et je suis revenu, puis j'ai fait, mon Dieu, que j'avais besoin d'aller crier comme ça, puis d'aller taper sur des arbres, puis brailler ce que j'avais à brailler, puis d'être fâché. Et depuis, c'est comme si cette colère-là, c'est vraiment... le taureau, il n'est jamais ressorti du box aussi fort. Jamais... Il a fallu que là... C'était que... Mais moi, je vais te conseiller un livre de Marc Pistorio qui s'appelle « La sagesse de nos colères ». Mais je pense que c'est... il est bleu, le livre? Oui. Je l'ai lu. Je l'ai lu quand que mon ex m'a laissé. Ça t'a pas... Est-ce que ça t'a Oui, j'avais souligné plein de passages oui. Que je trouvais intéressants, mais que je me reconnaissais pas à plusieurs endroits où moi, j'avais comme une désillusion aussi qui venait avec ma colère. Tu sais, depuis que je suis petit, je trouve tout injuste. Dès que je vois une injustice, ça vient vraiment me chercher. Je suis vraiment né... je faisais le running gag avec mes amis. Moi, je suis né fâché activiste. Là. Je suis né en tabarnak. Moi, je trouve ça injuste, le monde dans lequel on vit. Puis c'est comme s'il y avait un jeu de Monopoly, puis tout le monde sait que le jeu fonctionne pas, mais on continue à jouer. Puis c'est comme si je disais à tout le monde, mais tu te rends compte de la merde qu'on fait? Puis tout le monde fait oui. Puis tu fais, mais pourquoi on continue à jouer? Puis ça, c'est surtout là, parce que ma colère, je l'avais beaucoup avec la maladie de Xa, puis je l'ai transposée dans ma maison pendant 1 an. Mais sinon, j'étais pas un colérique. C'est comme si il te manque... ben là, mon Dieu... Parce que moi, j'aime beaucoup Frédéric Lenoir, qui est philosophe. Puis il écrit beaucoup sur la joie. Mais la joie, pas je suis joyeux. Ouais. La joie comme émotion archaïque, comme quelque chose qui nous habite. Puis on dirait qu'il te manque un petit peu ça quand je t'écoute. Oui, sûrement. Il y a comme quelque chose de la joie. Fait que je vais te donner une autre lecture. Il faut que tu lises du Frédéric Lenoir parce que moi, ça m'a fait du bien de lire ça. Parce que je pense que quand on est trimballé très jeune, il y a quelque chose qui nous manque. Ah ouais. Parce que c'est difficile de se laisser aller. Tu sais, l'enfance, on est censé se laisser aller, avoir des repères. Mais quand t'es... constamment dans tes valises. Oui, puis tout le temps, moi, je me souviens, là, moi, j'ai pas été intimidée. En tout cas, si je l'ai été, ça m'a pas atteint. Le seul moment, c'est dans l'autobus scolaire, quand j'arrivais, puis tout le monde se tassait sur le bout du banc. Pour pas t'embarques. Puis là, t'arrives dans le dernier banc, puis là, l'autre, il finit par se tasser puisque le chauffeur gueule en avant. Tu sais, ça, je me souviens de ces moments-là. Mais il reste que j'ai vu grandir mes enfants, puis je dis, OK, moi, c'est pas ça que j'ai... C'est pas comme ça que j'ai grandi. J'ai grandi, j'avais pas cette liberté-là, ce lien-là qui s'accumule au fil du temps. Donc, je pense que ça laisse des traces, tu sais. Mais je pense que tu as de la misère à t'ancrer dans toutes les relations. Moi, j'ai eu de la misère toute ma vie, puis je vais en avoir toute ma vie, sûrement. Parce que je t'écoutais tantôt parler, puis j'étais... Mon Dieu, c'est rare que je rencontre des gens qui ont... Tu sais, j'ai fait 13 écoles, je pense, où j'ai été le nouveau. De manière, je les avais calculées. On déménageait tout le temps. Mes parents, c'est du monde qui déménageait. On est pareil, j'en ai fait 14 au primaire. Voilà, c'est ça. On se ressemble, hein? Fait que 3 fois, moi, c'était normal en 3e année là, d'arriver à une place qui font t'as-tu fait ta première communion? Puis tu fais, ben non, on s'en allait la faire à l'autre école. Puis non, elle fait tout de suite. Fait que t'en auras pas.
Puis là, tu t'inscris dans le truc de théâtre de l'école, tu apprends des textes, tu déménages, c'est même ma pièce de théâtre. Fait que ça a été ça toute mon enfance. C'est des déceptions. Hein? Oui, vraiment. C'est des attentes. Puis ça... C'est vrai qu'il y aurait de quoi à faire là-dessus. Je te le dis, là, je pense qu'on n'est pas tout le temps conscient quand on a déménagé beaucoup qu'il y a un impact. Ça se voit pas, mais ça se ressent. Intéressant. Je comprends. Alors, je vais choisir une question. Oui. Quelle personne a fait une différence dans ta vie? Il y en a tellement, là. Mon Dieu, qu'il y en a. Il y en a trop. J'aime beaucoup Coluche, mettons artistiquement parlant. J'aime beaucoup Coluche. Je t'en ai déjà parlé. J'en ai déjà parlé dans une de tes émissions. Moi, Coluche, pour moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup influencé. Je suis tombé sur un vinyle quand j'étais petit de Coluche. Puis dans ma tête, je pensais que c'était un vinyle de chansons d'enfants. Parce qu'il comme il mettait souvent, il se peignait en clown là, pour rire des gens. Puis j'avais mis ça dans le tourne-disque. Puis j'étais sûr que ça allait être des chansons pour enfants. Et j'entendais juste un gars chialer sur tout. Puis ça me rendait tellement heureux. Parce qu'il avait peur de... Et pour l'époque, c'était le Yvon Deschamps de la France, tu sais. Ouais. Et là, j'écoutais un gars, là, puis c'était un Yvon Deschamps pas de gants blancs. Tu sais, il n'y avait pas de deuxième degré. C'était dans tes dents tout le temps. C'est un gars qui s'est lancé en politique. Puis tu sais, à l'époque, 4e année, 5e année, je découvre Coluche. Fait que je me mets à écouter des vinyles de lui. Fait que je veux pas, ça a teinté mon style d'humour. Ça a teinté ce qui me plaisait dans la vie. Et c'est adulte, à 27, 28 ans, que je me suis mis à lire sur sa vie, à m'intéresser à ce qui avait été, à écouter des numéros, et là, comprendre enfin le personnage, comment il avait marqué la France, comment il avait été l'ennemi de beaucoup de gens avec des jokes, en se lançant en politique. Puis même encore aujourd'hui, les gens doutent de ce qui s'est passé pour de vrai avec son accident de moto, tu sais. Est-ce qu'il est assassiné? Est-ce que tout est louche dans cette histoire-là? Je savais pas qu'il y avait des doutes. Il est rentré en dessous d'un camion, d'un autobus. Il y a un camion qui a fait un U-turn devant lui, qui s'est arrêté, puis qui a reculé, puis que tout ça est louche dans son accident de moto. Les rapports de police disent pas les mêmes choses. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de théories de complot dans la vie. Il faut en prendre, il faut en laisser. Ça peut être aussi qu'un accident, mais j'aimais le mystère autour de ce que Coluche avait été. Il a fondé les Restos du Cœur. Mais ça, c'est super important. Ça existe toujours. Ils sont les vannes au club le club des petits déjeuners ici, similaire. Oui, il nourrissait plein de gens en France avec l'argent qu'il faisait. Puis c'est un gars de gauche avec un cœur énorme. Mais fait que c'est quelqu'un qui a fait une différence dans ta vie, mais tu l'as jamais rencontré, tu l'as jamais connu. Écoute, j'aurais tellement... Je suis pas groupie dans la vie, mais je pense que, mettons, lui, Marc Labrèche, c'est des gens... Tu sais, Marc, j'ai eu la chance de travailler avec. Et 2 fois, j'ai tourné dans un bye-bye avec, puis j'ai été faire son show dernièrement. Et chaque fois, il habite dans mon coin, chaque fois qu'on se croise, je peux pas croire que je parle à cet homme-là. Qu'on est rendu collègues, on se salue, ça va. Parce que jeune est rentré dans ta vie. Si la fin du monde est à 7 heures, n'existe pas, je ne sais pas si aujourd'hui je suis devant toi à faire ce que je fais dans la vie. C'est en voyant la fin du monde est à 7 heures. Tu sais, mettons, là, moi, je suis TQ, là, j'ai 15-16 ans, j'écoute de la musique punk. Ce qui me plaît, c'est du monde fâché. C'est les Coluches, c'est les Yvon Deschamps. C'est du monde... Et là, je vois du monde faire des absurdités qui veulent dire aussi un peu quelque chose, qui est vraiment le fou du roi à la télé. La fin du monde est à 7 heures. Se fout de la gueule de tout le monde. Bruno Blanchet se pointe avec ses cheveux tout croche. Je trouvais que c'était l'équivalent de ce que je retrouvais dans la musique, dans Bérurier Noir, dans la musique punk que je consommais. Là, je l'avais dans des artistes. Fait que la fin du monde est à 7 heures m'a vraiment... Et Marc, mais toute l'équipe de la fin du monde est à 7 heures, ça fait... OK, ça existe ce que j'aime. Tu sais, ce qui me fait rire, je peux faire... Puis RBO aussi. Mais RBO, c'était des sketchs, c'était des personnages. Là, c'était juste de l'actualité, puis on se fout de la gueule de tout le monde. Fait que je pense que Marc Labrèche, Coluche, là, c'est 2 personnes. J'ai la chance de pouvoir croiser Marc. Je lui ai jamais dit, mais il faudrait que je dise un moment donné. Puis Coluche. Ouais. Ben, il faut que tu lui dises parce que j'imagine entendre que tu as fait la différence dans la destinée de quelqu'un. Faut que ça se sache. Oui. Puis il y a plein de fois que je me dis, il y a des fois, je vais le dire, là, ça va avoir l'air épais, OK? Mais tu sais, des fois, je fais quelque chose, puis là, mon gérant me dit, hey, ben, la production, moi, ça que tu fasses tel truc, puis je suis comme, ben, j'ai dit que j'étais pas à l'aise de le faire, tu sais. Puis
Puis il fait, ouais, je leur ai dit, mais ils s'essayent pareil. Puis, ben, dis-leur non. Puis, tu sais comment que ça fonctionne en télé. Non, mais il aimerait vraiment ça que tu fasses tel truc. J'ai dit non. Est-ce qu'il gosserait Marc Labrèche de même? Est-ce qu'il gosserait Marc en le rappelant 3 fois si Marc dit non, j'ai pas la carrière de Marc, j'ai pas la prétention de dire que j'ai le talent de Marc. Mais ça s'appelle le respect. J'ai dit non. Tu sais, fait que j'utilise souvent le nom de Marc, puis ça fait rire mon gérant. Fait que Moi, je dis toujours, si c'était un homme, est-ce qu'il réagirait pareil? exact. Toi, c'est Marc, mais moi, c'est si c'était un homme, il ferait pas ça, bon, ben, t'acceptes Mais je pas. le fais pas. Exactement. Puis tu fais bien. Ben, il faut avoir c'est un barème que tu te donnes. Puis, mais faut que tu le dises à Marc. En tout cas, j'espère que Marc, il va écouter ça. Oui, s'il veut nous parodier. Puis en plus, oui, Marc, bon invité à parodier. Moi, je le conseille fortement. Hey, je suis allé en plus à son show, j'adore son show. Tout ce qu'il fait, Marc, ça a fonctionné. C'est toujours Même si- déstabilisant dès le départ. On dit, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est du Puis- Marc Labrèche. Mais il l'installe. Puis sais-tu quoi? Je pense que dans 60 ans, mettons, là, tu vas regarder des tapes d'aujourd'hui, des enregistrements d'aujourd'hui, puis tu vas faire, hey, ça, c'est du Marc Labrèche. Et si quelqu'un faisait son style, on dirait, ben, c'est du Marc. Ouais. Et ça, pour moi, avoir une identité dans un monde où tout semble exister, je trouve que c'est d'une force incommensurable de pouvoir que les gens puissent dire, ben ça, c'est du Marc Labrèche. Oui, puis porter du Marc Labrèche. Qu'est-ce que tu veux dire du porter? Ben, non, mais c'est-à-dire, porter ça, tu peux oui, pas oui, avoir oui. l'air de Marc Labrèche, Non, parce que tu pourrais avoir exactement. l'air aussi bien ridicule. Oui, exactement. Marc Labrèche, Mais il y a une assurance dans ce qu'il fait. mais c'est tout ce qu'il fait. Moi aussi, Ça se transforme en art à chaque fois. Oui! Je suis vraiment gros pied de Marc. Qu'il fasse de la figuration dans un vidéoclip, une année que je le regardais, je me disais, il est bien crédible. C'est bien troublant, son truc. Et là, après ça, tu le vois animer un talk show. C'est drôle. Après ça, tu le vois faire une voix de toupie binou. Puis là, tu fais comme, il est bien talentueux. Ben, c'est comme si. Ben, en fait, je pense qu'il doit faire ce qu'il veut faire. Il fait Qu'est-ce qu'il rien. veut? Tu sais, il doit dire non à bien des affaires, Marc. Parce qu'il faut tant. T'as pas besoin de gig alimentaire, Marc. T'as garanti que non. Ah non, quel chic type. Alors, fait qu'on on rendre quasiment hommage à Marc Labrèche Ouais, aujourd'hui. ouais, vraiment. On va passer au niveau jaune. C'est toutes des questions pour toi, on s'en rappelle. Oui, c'est toutes des questions pour moi. Tu les brasses, tu vas m'en donner 3, s'il te plaît. Ben non, tu m'en donnes encore 4. Écoute, je sais même plus les règles du jeu, ça va super bien. Rappelle Marc. Je vais appeler Marc pour qu'il m'aide parce que là. Qu'est-ce qu'on te reproche le plus souvent? Bon, on vient d'en parler. Ouais, bon, on va l'enlever. Quel type d'amoureux es-tu? OK. Quelle est ta définition du couple? Et as-tu négligé certains aspects de ta vie? Et là là. Ben là, si je prends ça, je vais encore parler en négatif de moi. Ben, Mais- attends, veux-tu? Puis Jean, attends, en as-tu d'autres, Jean? Non, attends une minute, Ben, là, tu ils peux sont m'en tous donner- intéressants. Je OK, réfléchis à... OK. Mais non, mais moi, je veux t'entendre parler de ta vie, là. C'est juste ça que je veux entendre. OK, je vais y aller avec quelle sorte d'amoureux que je suis. Ah, j'espérais, sinon je l'aurais choisi. J'hésitais avec la dernière. Bon, on prendra la dernière après. Il y a deux types d'amoureux en moi. Ah, Il y a Jonathan avant ses 35 ans, 36 ans, et là. C'est vraiment... là, deux- c'est quel âge, ça? J'y vais avoir 41. OK. C'est vraiment deux personnes complètement différentes. J'étais très immature dans ma façon d'aimer avant, sans que je le sache. Et ça va m'avoir pris une énorme peine d'amour pour le comprendre. Avant, j'étais vraiment dans le... Je fais ce que je veux quand je veux. Tu m'aimes pas, ben va-t'en. C'est très, très détaché. Tu sais, très... Et c'était ma façon... Vaporeux, là. Oui, c'était ma façon à moi de me protéger. Et je l'avais pas remarqué avant que quelqu'un parte, tu sais. Et là, à un moment donné, tu réalises, hey, je n'ai jamais été laissé. C'est toujours moi qui ai laissé. Toujours. Mais toi, t'es habitué de partir. Moi, je suis le gars qui quitte. On me quitte pas. Parce que Parce t'avais que je m'en peur vais d'être avant. quitté? Dès que je sens que ça va pas bien, moi, je m'en vais. T'as peur de l'abandon? Oui, énormément. Fait que là, c'était... je vais quitter avant d'avoir mal, mettons. Ou je suis plus bien dans cette situation-là, puis ça m'est arrivé une fois en couple d'étirer, de trop vouloir, parce qu'on avait un enfant, parce que... Puis, tu sais, c'était une magnifique personne, la personne, j'ai rien contre, mais je suis resté 2 ans peut-être de trop, tu sais, où tu fais, on va essayer, on a un kid, il faut qu'on se donne une autre chance, Donc, avant, j'étais très immature en amour et je prenais les choses pour acquises. Et si je faisais pas mon affaire, je m'en allais. Arrive ma peine d'amour, où là, je l'ai pas vu venir. C'est, tu sais, le blind side, là. Et d'autant plus que c'était, comme je te dis, en pleine pandémie.
pendant que mon kid est malade et la personne s'en va parce que je ne suis plus une belle personne. Parce que, justement, je l'ai nommé tantôt, les choses vont pas bien. Il y a personne qui était heureux pendant la pandémie. Rajoute un enfant malade. Que mais ton enfant, là, on s'entend, là, c'est une maladie très, très grave. C'est un cancer du cerveau, là. Tu sais, je veux dire, t'es pas heureux au quotidien avec ça. T'as bien beau essayer, t'as bien beau... Tu sais, le fake it until you make it, là, l'expression « faire semblant jusqu'à temps que tu le ressentes ». Ben dans ce cas-ci, ça s'applique pas. T'as une épée de Damoclès au-dessus de la tête tout le temps. Tout le temps, depuis 4 ans. C'est ça ma vie. C'est ça, là. Ouais. Puis tu le vois, ton fils, puis tu sais, tu vis avec ça. Donc, même si je l'ai pas vécu, on peut comprendre que c'est un filtre... C'est un gros filtre dans ta vie. Là. Ouais. Tu vois plus la vie de la même façon, clairement. Vraiment pas. Et sur le coup, j'étais en état de choc pendant 1 an. Puis c'est avec du recul que tu t'en rends compte. C'est jamais pendant que t'es dedans. Pendant que t'es dedans, tu penses que t'es fort. Tu penses que... Et pendant cette année-là, j'étais vraiment pas une belle personne. J'étais très refermé sur moi-même, tu sais, colérique, là, mais colérique, elle n'a pas parlé. Puis quand je parle, je suis bête, je suis sec, je suis froid, j'ai pas envie, j'en veux à tout le monde. C'est moi qui est habitué de ne pas avoir peur de régler mes problèmes. Là, je ne peux pas le régler. J'ai personne à qui affronter. J'ai personne à qui je peux discuter. C'est un cancer et c'est à l'être humain, un des 2 êtres humains que j'aime le plus au monde, un de mes 2 enfants, tu sais. Et je suis devenu vraiment pas un bon amoureux pendant cette année-là, ce qui m'a coûté mon couple. Et après ça, quand la personne part, tu fais OK, je traînais des affaires aussi avant, elle a raison, j'ai toujours pris les choses pour acquis. C'est vrai que je la prenais pour acquise. C'est vrai que j'étais bête, que je faisais ce que je voulais quand je voulais, j'étais pas tant à l'écoute. Et là, c'est comme tu te décortiques, une peine d'amour. Si honnêtement, tu vis une peine d'amour, tu souffres pendant 3 mois à pleurer dans ton lit, puis tu chemines pas, ben tu cours après le trouble pour ta prochaine relation. Moi, c'est le même, je le vois. Fait que là, c'était... Une leçon de vie ici. Oui, c'est comme... Tu veux revivre ça encore, le moins possible, s'il te plaît, tu sais. Et là, c'est la seule chose que je contrôlais, c'était... Puis là, c'était vrai que c'était moi, là. C'est cliché de dire ça, la seule chose que tu contrôles, c'est ta réaction. Mais là, pour de vrai, là, le bateau chavirait, là. Je veux dire, je pouvais même pas aller travailler si je voulais. Puis même quand on m'offrait des contrats, il fallait que je demande la permission de pouvoir sortir après 8 heures le soir parce qu'il y avait un couvre-feu. Tu sais, c'était comme... J'avais le contrôle sur fuck all dans ma vie, sauf de cheminer sur moi, tu sais. Mais comment t'as réagi quand t'as su que c'était terminé? Ah, j'ai pleuré, j'ai eu un... Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, là, tu sais, quand tu t'es annoncé que quelqu'un te quitte, puis tu viens engourdi de la tête aux pieds, là, puis c'est comme ça te fait mal dans tout le corps, puis t'as un choc, là, tu sais, c'est comme... Et à partir de là, je m'étais promis, moi, là, et là, c'est cliché ce que je vais dire, et je l'assume, je m'étais dit, je ne veux que m'améliorer pour que ma prochaine relation, là, je prenne plus rien pour acquis, que je sois capable de communiquer, que je parle de mes émotions, et je vais me donner du temps. Puis là, j'ai daté des filles, j'ai vu des gens, j'ai eu des relations. Et dans chacune de ces... Je retournais voir ma psy, puis je commence, je travaille là-dessus. Puis c'est devenu comme le seul truc que je pouvais contrôler pendant, comme je disais, que le bateau coule, c'était comment je vais me rendre à la surface puis nager. C'est la seule chose que je pouvais faire. De toute manière, qu'est-ce qu'on avait à faire pendant la pandémie? À part aller flâner puis regarder des séries télé puis... Je tripotais en cachette, là. Tu sais, je dis, il n'y avait rien d'autre à faire, là. Fait que, je dis tripoter en cachette parce que j'ai des enfants, fait que tu étais dans la même maison. Mais c'était gras, désolé. Et fait que je suis devenu, là, je pense, pour de vrai, un super bon amoureux. En ce moment, je suis dans une relation saine dans laquelle je passe mon temps à m'assurer que l'autre est correct. Et je pense que je suis vraiment devenu un bon amoureux. Je suis pas parfait, j'ai encore les mêmes défauts, mais là, je me connais, fait que des fois, je le dis. Ça, c'est le genre d'affaire qui me met en colère habituellement. Puis quand je suis en colère, je suis pas le gars le plus parlable pendant 20 minutes. Donc... Que c'est fatigant, ça. Oui. Fait que là, je suis à quelqu'un qui fait, ben merci de le nommer. Ben oui. Merci de le nommer, puis je suis comme, juste pendant 20 minutes, je parlerai pas. Comme ça, je dirais pas de niaiserie. Mais au moins, tu le dis. Je vais aller prendre une douche, puis en sortant de la douche, on discutera, OK? Ouais. Ben, tu vois, ça, c'est ce que j'ai géré. Tu protèges l'autre. Puis avec ma psy, on a travaillé fort à trouver qu'est-ce que tu vas gâcher. Hey, une super belle relation, là, tu sais. Puis tous ces petits trucs-là de dire je t'aime plus souvent, que l'autre se sente pas invisible dans ma vie. Tous des petits trucs qu'on m'a reprochés, avec lesquels j'étais pas d'accord, ben là, je les mets en pratique pour être un bon amoureux. Je pense que là, à 41 ans, je suis vraiment une meilleure personne. T'es en équilibre avec ce que tu vis. Ouais. Parce que est-ce que tu as l'impression que cet état colérique qui t'habitait,
et qui t'habitent encore, mais c'est un peu comme des œillères. C'est que tu vois pas tout ce qui est fait à côté. Tu vois juste ce qui est en avant. Tu vois pas comme les chemins de traverse de ta vie. Mais c'est que je voyais pas les solutions. Ouais. Quand t'es fâché, tu vois pas les solutions. Tu vois juste... Tu vois rien quand t'es en colère. Il y a rien... Il y a aucune décision qui est prise sous... Je dirais même le joug de la colère, parce que c'est tellement... Ça se dit-tu, le joug de la colère? Oui, mais tu l'as dit. Fait que moi, je considère que ça se dit très bien. Ça se dit. Le joug de la colère, oui. Je vois pas pourquoi ça ne dirait pas. Ouais. Tu sais que c'est tellement... C'est de l'acier, c'est pesant, c'est lourd. Il n'y a rien qui va se bâtir sous ça. Tu sais, la colère est tellement... Elle est nécessaire par moment, mais elle est tellement... Nocive. Écoute, mais une goutte de poison dans une piscine, ben ton eau est contaminée. Je trouve que c'est ça que ça faisait, cette colère-là, cette rage-là. Donc, oui, ça mettait des œillères parce que tu vois pas toutes les pistes de solutions. Tu vois pas les opportunités, tu vois pas tout ce qu'il y a de beau autour. Puis, une manière, t'es encore fâché parce que, justement, le cancer, whatever quoi, les gens qui vivent avec cette maladie-là avec leurs proches ou dans leur vie, traîner cette amertume-là ne fera pas diminuer le cancer. Puis ce venin-là ne fait que te nuire. Est-ce que tu as l'impression, parce que je vais en profiter pour parler de la situation des hommes, parce qu'il y a beaucoup de colère chez les hommes, il y a beaucoup de... On le voit, là, il y a beaucoup de violence aussi dans leur propre famille. Est-ce que tu as l'impression que si tu avais pas... Je suis en l'hypothétique, mais tu avais quand même un fond de toi. Est-ce que tu penses qu'avec ce fond-là, tu aurais pu être violent physiquement aussi? Physiquement, non. Non, jamais. Tu sais, mettons, ça m'est déjà arrivé de donner un coup de poing dans un mur. Plus jeune, ça m'est arrivé une fois. Mais jamais j'aurais fait... Tu sais, de manière, tu réalises à quel point c'est pathétique de frapper dans un mur, là. Tu fais, je me fais mal à la main, je fais un trou, là. Faut que je lâche ça demain. C'est-tu que t'es épais? Puis, tu sais, ta blonde qui fait bravo. C'est beau, ça. Puis tu fais, excuse-moi, c'est tellement épais, là. C'est tellement épais, tu sais. Mais moi, je ne vais pas parler pour les autres. Mais ma petite analyse vaut ce qu'elle vaut. Mais je pense que... Là, je marche sur des œufs, là, comme je trouve comme sujet, là. Les hommes sont généralement plus colériques. Et je pense que ça a un lien. C'est ma théorie, je suis pas psy, je suis pas... De ce que j'observe, moi, dans mon quotidien, dans mes amis. Je pense que ça vient avec ces années-là à leur dire, sois fort, tais-toi, t'as pas le droit de pleurer, t'as pas le droit de ci, t'as pas le droit de ça. Et ça, cette masculinité-là qu'on désigne souvent comme toxique, ben, elle a des répercussions. Puis... Je trouve que des fois, on est un peu pressé à régler ce problème-là. C'est pas juste en nommant que la masculinité a un penchant toxique par moment que ça va se régler en 2 semaines. Je pense que là, on a une génération de gars là, qu'on leur a pas appris à communiquer, puis qui savent même pas comment travailler sur eux, puis que ça se peut qu'il y ait de la misère à gérer. Puis je les victimise pas, là. C'est comme je te dis, je marche sur des gens en ce moment. J'essaie de comprendre le pourquoi il y a autant de violence. Non, mais moi, c'est comprendre. Écoute, je veux dire, Jeannette Bertrand a fait un livre là-dessus. Moi, j'ai fait des émissions avec comment on arrive à faire parler les hommes, parce que clairement, il y a un problème. On leur a pas montré. Exactement. Puis j'ai fait venir à un moment donné des gens qui dirigeaient des centres d'hommes, puis ils disaient, tu sais, il y a des hommes qui viennent, puis ils vont parler pour la première fois 1 an plus tard. Ils vont venir à toutes les réunions, puis à un moment donné, il y a personne qui les force à parler. Mais on voit que ça part de loin, ce besoin de nommer les choses, tu sais, ce que j'entends avec ta nouvelle relation, c'est que tu nommes les choses. Tu annonces, j'ai besoin d'un temps d'arrêt. Je vais me mettre au petit coin toute seule avant. Et il y a une grande maturité, une grande connaissance de soi, puis une grande communication avec l'autre. Mais c'est quand tu parles pas le problème. Exactement. C'est si l'autre comprend pas ce qui se passe. Moi, j'ai la chance dans la vie d'avoir une grande gueule, tu sais. Ça te sert. Ça me sert. Puis ça me nuisait. Ça me nuit encore des fois aujourd'hui, mais j'irais jusqu'à dire que je serais curieux de voir si c'est pas génétique. Tu sais, à un moment donné, on parle beaucoup de mémoire cellulaire pour les gestes, mais peut-être que pour des émotions aussi, c'est la même chose. Peut-être que de parler quand ça fait 12 000 ans que des gars ferment leur gueule puis qu'ils font juste... Tu sers à aller travailler, à être le pourvoyeur, à faire ci, puis t'as pas d'émotion, puis tu te fais dire pleure pas, puis que ta femme est à ton service, puis que, tu sais,
ça a été ça pendant des milliers d'années. Donc, le gars qui n'est pas outillé pour gérer ce changement-là, il faut qu'on l'éduque et non qu'on l'ostracise. Il faut qu'il aille chercher de l'aide. Exactement. Il faut qu'on fasse de la sensibilisation. Je pense que ça, c'est une étape. On voit quand même qu'il y a un changement. Là, les hommes sont beaucoup plus présents. Les femmes, maintenant, sont sur le marché du travail. Je veux dire, il y a une pression qui est moins là, mais il y a comme encore ce besoin de communiquer les émotions, nommer les émotions, les nommer, les dire à voix haute. Et les hommes ont plus de difficultés à consulter. Ça, on le voit qu'ils consultent plus, mais il y a encore une grande marge de manœuvre. Et là, j'ai comme l'impression que c'est sous-vrai. Quand on regarde ce que les centres d'hommes font pour l'écoute, moi, je trouve ça... moi, si j'étais un homme, là, je m'impliquerais en tabac. Je vois Normand D'Amour, il s'implique pour... moi, si j'étais un homme, là, je m'impliquerais pour les hommes. Ben, j'essaie bien gros de le faire. Puis c'est ma façon de faire du féminisme. Je suis pas en train de te dire de le faire, non. Mais tu comprends, ça serait ma cause, moi. Autant je suis féministe, autant je serais homiste, là. Mais homiste, ça se dit pas, c'est clair. Masculiniste. Mais c'est souvent péjoratif en ce moment quand on l'utilise. Oui, je le sais, parce que... mais en tout cas, je voudrais que les hommes parlent plus. Je voudrais les diriger vers là où ils peuvent être bien. Oui, puis je m'en fais aussi. Des fois, je me dis, hey, t'es une grande gueule, puis moi, je me dis tout le temps qu'un artiste... Puis c'est correct que bien leur fasse ceux qui pensent pas comme ça, mais je pense qu'un artiste qui a la chance d'avoir un micro, puis moi, je fais de l'humour dans la vie, je fais plein de trucs, j'anime, mais on m'accueille aussi en entrevue, fait que je me dis, ben, je vais en profiter pour au moins faire en sorte que ça soit, que je me rende utile à quelque chose, et une année, je me questionnais sur ce que c'est que d'être un allié, ce que c'est que d'être féministe. Et je me disais, ben, c'est comme ma façon à moi d'être féministe, je suis pas une femme, mais ma façon à moi, ça va être d'être un allié, puis ça va être de dire au gars, hey, dude, va consulter, va chercher de l'aide, arrête d'être violent, parle de dépression, parle de maladie mentale, parle de vulnérabilité. De vulnérabilité, puis occupe-toi de tes enfants, puis, mais pas en le faisant, genre, en pointant du doigt, mais je me dis que c'est ma façon à moi de prôner une égalité des sexes, puis de la répartition de la charge mentale et compagnie, c'est justement de faire ça, puis j'invite plein de gars à le faire aussi, puis je suis pas mieux que personne, puis j'ai plein de défauts, puis je suis plein de... C'est juste, c'est ma façon comme artiste de... De toute façon, nos modèles sont jamais parfaits, c'est jamais ce qu'on recherche. Mais tu vois, juste d'en parler, t'as dit, j'ai l'impression de marcher sur des œufs. Oui. C'est quand même un peu fou, cette période dans laquelle on est, que de parler de cette difficulté-là qu'on a présentement au niveau de la communication des émotions. C'est quelque chose pourtant de primaire, mais d'en parler, on ne sait pas, est-ce qu'on est en train d'encourager quelque chose? Mais en fait, ici, tout ce qu'on veut dire, c'est comment on s'entraide. Mais comment on peut aller mieux, tout simplement. Mais comment? Oui. Mais en ce moment, toi, tu travailles fort pour aller mieux, je trouve. Oui, tout le temps. À chaque parcours, fois. Oui, tout le temps. Oui, tout le temps. Parce que... ça, c'est depuis que je suis petit, là, je veux dire, si tu... avec mes enfants, le running gag, c'est si tu sors dehors, il fait froid, t'as pas de manteau, je charle pas qu'il fait froid. Tu savais, puis t'as pas mis de manteau. C'est 1+1. Exact. Mes enfants, depuis ça, ils font tout le temps le fameux 1+1. Examen le même fait quand on est à l'hôpital puis qu'on a pris son cancer. Juste te dire comment je le répète souvent là, dans la vie de mes enfants, c'est que moi, si c'est pas logique, comme je te dis, ça me fait pogner les nerfs. Si je te dis, hey, tu devrais mettre ton manteau, il fait -7 dehors, puis tu me dis non, pour il fait, regarde dehors, il neige, genre, mets ton manteau. Puis si tu sors dehors, puis l'autre, il est en t-shirt, tu fais, hey, il fait froid, là, puis ça fait 5 minutes qu'il chasse, tu fais, hey, ta gueule, là. Il fait froid, depuis tantôt, tu le sais. Tu l'avais dit. 1+1, mais un manteau, c'est la logique. Fait que Zach, quand on s'est fait annoncer qu'il devait se faire opérer au cerveau, on est sur le bord de son lit. Puis nous, on venait d'apprendre la nouvelle toute seule. Et il a fallu que j'annonce à Xavier. Je lui annonce. Puis j'avais appelé ça, t'as une petite bille dans ta tête. Ils vont t'ouvrir la tête. Puis ils vont aller la chercher. Puis ils vont fermer. Tout va être correct. Il avait 10 ans. Fait que, tu sais, c'était comme... On y allait avec un côté naïf dans tout ça, tu sais. Puis à un moment donné, je vais casser, là, tu sais. J'étais comme, j'allais pleurer. Puis que je voulais pas y faire peur. Puis Alexander Vell, le meilleur neurochirurgien du monde qui a sauvé la vie. Puis tout, que j'aime beaucoup... Alexander a bien vu que j'avais de la difficulté à parler, que Caro aussi, sa maman. Fait qu'il a comme pris la balle au rebond, puis il a dit, Exa, il faut absolument t'opérer. Et là, Exa me voit pleurer, puis il fait juste retourner en disant, papa, 1+1, j'ai une bille dans la tête, faut l'enlever. Puis tu fais, hey, j'ai réussi. J'ai réussi, il est comme moi. Si c'est pas logique, ça fonctionne. Lui, il se fait annoncer, t'as le cancer, c'est revenu, OK, on opère quand? Tu sais, il est tout de suite en mode solution. Puis je suis vraiment fier de voir mes fils être comme ça. Ouais. Oui, tu te reconnais là-dedans. Ouais. La transmission. Là, c'était quelle ta deuxième question? Donc, tu avais dit
As-tu négligé certains aspects de ta vie? C'est celle-là que tu disais? Parce que qu'est-ce qu'on te reprochait le plus souvent? On avait l'impression. Fait, quelle est ta définition du couple ou as-tu négligé certains aspects de ta vie? Parce que je vais prendre celle... je pense que ça se peut-tu, c'est ça? Oui, c'était celle-là. Fait que je vais prendre celle que tu voulais. As-tu négligé certains aspects de ta vie? Oui, j'avais un côté aventurier que je n'ai pas assouvi assez. J'ai énormément voyagé, puis il y a des aspects académique que j'aurais voulu pousser plus, mais je viens d'une famille, comme ça croise un peu le chemin de ce qu'on disait tout à l'heure, où t'as un secondaire 5 va travailler. Là. C'était ça pour beaucoup de garçons. Fais un DEP et va en construction. C'était ça qu'on se faisait dire là, dans les années 90. Et moi, je rêvais d'être prof d'histoire. J'étais TQ, je voulais être Indiana Jones. J'étais comme, je vais faire le tour du monde, je vais aller dans des musées, je vais donner des conférences sur des trucs. C'était comme, je voulais étudier l'histoire jusqu'à ma mort. C'est une passion de lire sur l'histoire. Et je me rappelle mon père qui fait juste me dire, un secondaire 5, t'es correct avec ça, puis l'université, ça va t'endetter, puis passer ta vie à rembourser tes dettes, c'est ça que tu veux, là. Puis j'en veux pas. Parce que lui, c'est ce qu'il s'est fait dire toute sa vie. C'est sa réalité, c'est ce qu'il s'est fait dire, c'est ce que son père s'est fait dire, c'est ce qu'une bonne partie des Canadiens français se faisaient dire qu'étudier, c'était pas bon. T'sais? Fait qu'on est une batch aujourd'hui à avoir juste un secondaire 5 au Québec, puis moi, ça me fait chier. C'est un aspect de ma vie que j'aurais aimé poursuivre mes études. Puis j'y ai pensé pendant la pandémie. Je lâche du tout, puis je deviens prof d'histoire. Il manque de profs. J'ai une grande gueule. Pour ça, j'ai fait t'as envie d'apprendre. J'ai envie d'apprendre tout le temps. Puis l'histoire, tu vas toujours apprendre. Oui, t'as pas assez d'une vie pour tout lire ce qui s'est fait. Donc, oui, c'est un aspect de ma vie qui a été négligé que j'aimerais... j'ai 40, c'est pas fini. Je pourrais peut-être un jour devenir prof. J'aimerais bien ça. Je te le souhaite. Prof d'histoire. Devenir un Indiana Jones qui vole des choses à des méchants puis qui le ramène dans des musées. À travers le monde. À travers le monde. Évidemment, en voyageant sur le train, non dans le train. Dans le train, non, en me battant avec des nazis. Non, mais c'est débile, là. Qu'une belle personne. Non, mais je trouve que c'est très facile à réaliser, tout ça. Y a-tu quelque chose que tu n'as jamais osé dans ta vie? Honnêtement, non. Ça, là-dessus, ça c'est... je fais pas mal, puis ça gosse des gens, je pense. Je fais ce que je veux quand je veux. Fait que ça... C'est une belle liberté, ça. Oui. Ça m'a mis souvent dans le trouble, mais je vais... Ça aussi, ça fait partie des défauts qu'un amoureux doit se calmer aussi, de faire « Hey, moi, je pars en voyage, puis j'ai ça que ça. Ah non, je partais 3 mois tout seul. » Puis moi, j'ai fait ça souvent, là, partir avec mon sac à dos, puis faire « J'ai envie d'être... » J'aime voyager seul. Je trouve que voyager à deux, on passe notre temps à se demander qu'est-ce qu'on va manger. Alors que quand tu voyages seul, tu fais le tour des musées, t'écoutes des albums, t'écoutes des balados, tu te promènes, puis moi, je suis un triple de photos, puis de filmer, puis je peux faire ce que je veux, quand je veux. Puis je passe pas mon temps à checker des reviews de restaurants, tu sais. Mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, je pense qu'on est plusieurs à se reconnaître dans ce que tu dis. On mange quoi ce soir? Je sais pas, on est en voyage, on checkera tantôt. Ah non, mais il paraît qu'il y a tel restaurant. Mais il y aura tel restaurant tantôt. Là, on s'en va voir le musée de tel truc. Ouais, mais ça va être combien de temps? Ah, laisse faire, je vais y aller tout seul. Puis là, en plus, en moto, c'est le fun, tu penses? Je fais shipper ma moto, moi, à cette heure, avec une compagnie de Drummondville, là. J'amène ça n'importe où, 4 coins de l'Amérique, là. Check-moi bien. Fait que là, je pars avec ma moto. C'est mon bike, mon stock de camping. Ça me tente de dormir à l'hôtel, je dors à l'hôtel. Ça me tente de faire ça dans la forêt, je fais ça dans la forêt. Puis est-ce que tu t'ennuies? Jamais. De mes enfants. Mais je les FaceTime aux 2 jours, c'est eux autres qui sont tannés, une année. Jules, il a 6 ans. Je le FaceTime cet été. Je fais, hey, regarde les rocheuses. Il fait, je suis occupé, là. Puis je me suis ennuyé. Mais on s'est parlé hier, papa. Puis bouh! Non, mais tu leur as donné ça quand même. Toi, tu t'en vas. Ben non, moi, je suis bien content, tu sais. Niveau rouge. Tu m'en donnes 3, s'il te plaît. On va en choisir une de ce niveau-là. Hey, mais la moto, moi, j'en ai jamais fait, mais c'est la liberté, ça. Moi, ça me prendrait au moins 4 roues, là, c'est sûr. Si mais tu pourrais faire du spider, tu pourrais faire plein d'autres affaires. Ça, je pense bien. Mais ce qui est le fun avec la moto, j'ai entendu Rémi-Pierre Paquin, l'autre jour, je l'ai passé en entrevue, puis je lui demandais qu'est-ce qu'il aimait dans la moto. Puis il a dit une phrase que j'avais jamais réalisé que c'était aussi simple que ça. Il n'y a pas d'habitacle. Fait que ta vue est panoramique, là. Puis tu peux tout voir, puis tu peux tout sentir aussi. Ça, les odeurs, là, en moto, dans le même 10 secondes, là, ça sent le barbecue, le gazon fraîchement coupé, puis la vieille poubelle, puis ça revient à quelque chose des fleurs. J'avais jamais pensé à ça. Ça sent tellement bon tout le temps, puis c'est tellement le fun, puis personne ne peut te rejoindre. T'es sur une moto. Tu sais, t'as la paix, là. Moi qui aime être tout seul, qui est solitaire, là.
téléphone ne sonne pas là-dessus, là. C'est un peu, c'est un petit peu pas comme un genre de, peut-être pas une fuite, mais je suis sûre que c'est relié à tes déménagements. Que j'ai tout le temps besoin de bouger, ben oui. Ben moi, être seule, c'est comme un cadeau dans ma vie, là. C'est là, on dirait qu'il n'y a pas de. Justement, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de. Peut-être qu'on a trop fait jeune. Mais est-ce que tu viens d'une grande famille? Moi, j'ai juste un frère. OK, parce que moi, j'ai une famille de 5. Fait que des compromis, là, j'en ai fait sur un moyen temps, là. Fait que moi, la première fois que je suis parti en voyage, à 17 ans, je suis parti faire le tour de l'Europe en pack-sac. C'était. Aïe, je me levais le matin, j'entendais pas des enfants crier dans une maison. C'est ça, prendre son café dans le silence. Et j'ai eu des enfants tôt, tu sais, à 25 ans, 26 ans. Fait que moi, j'ai eu un 5-6 ans où j'ai voyagé là, à côté. Puis là, après ça, je suis tombé tout de suite avec des enfants, puis j'ai fait « Oh my God! C'est vrai, c'était ça le matin. » OK. Fait que là, quand je me suis séparé, et là, je suis pas en train de faire la glorification de... Je suis pas en train de glorifier la séparation, mais ça a le ça de positif. Quand tu tombes en garde 50-50, moi, t'avoues que moi, mes mercredis, jeudis, j'ai jamais les enfants, là. Puis ma blonde, là, c'est le mercredi, jeudi, planifie-toi tes choses, là. Moi, je suis seul, là. Ce soir-là, là, c'est DoorDash. Me fait venir de la bouffe. Je suis en boxer sur le divan. Puis je regarde la mécanique de moto sur YouTube, là, sur ma télé, là. Puis je regarde comment... Ah, une année, si ça brille, je fais ça, là. Puis là, je mange mon shish taouk, là. En boxer. Ça, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Tu dis, me sers un petit whisky après. Je suis bien. Il n'y a personne. La maison est silencieuse. Il y a juste des gars de mécanique de moto qui m'apprennent comment faire de la mécanique de moto. Puis je suis bien. Ça doit vraiment être intéressant, la mécanique de moto. Non, il n'y a personne qui aime ça sauf moi. Des fois, ma blonde, elle passe, c'est comme, qu'est-ce que tu regardes? Je checkais des reviews de Chuck, puis tu veux les acheter? Non, mais si ça brise, je vais savoir quoi faire. J'adore. Mais ça, c'est bon pour soi, faire quelque chose comme ça. D'être passionné par quelque chose. Oui, tu fais juste pour toi. Oui. Moi, j'étais en train de développer une passion pour les orchidées. Les orchidées? Oh, ouais! Quand l'orchidée, tu sais, quand la fleur est plus là, puis que là, tu coupes bien ta tige et ça repousse et ça refleurit. Tu recrées la vie. Satisfaction, parce que moi, j'ai jeté tout le temps, mais je savais même pas que je pouvais faire ça. À un moment donné, il y a une orchidée que j'ai décidé de garder parce qu'il était très symbolique. Et là, quand j'ai vu, je disais, il y a comme une tige, hein, on dirait qu'il va y avoir des boutons. Ça m'a, je peux pas dire. En fin de semaine, j'étais dans un centre jardin et je parlais d'orchidées. Puis je disais, on dirait que je suis en train de développer une passion. Moi, je me cherche des passions. Puis là, j'étais... Hey, il y a quelque chose là, et là, je veux des espèces rares. Là, j'ai manqué l'expo orchidée. Je pouvais pas croire que j'ai manqué ça. Fait que tu vois. T'es comme moi avec ma moto. Comme toi avec ta moto. Fait que toutes là, les pièces de moto. Je regarde des orchidées maintenant sur le web. Fait que voilà, c'est ça. Peut-être que je pourrais manger des chichaouk. C'est à voir. Hey, un chichaouk en boxer. En boxer. Seul chez vous. Pas d'enfants qui crient. Non, c'est le bonheur. On a tous nos petits moments nous-mêmes, ça fait du bien. Question rouge, je te pose les trois, tu en gardes une. Ouais. Quelle place accordes-tu à ta vie intime? Ça, intime, ça veut dire sexuel. Ouais. Okay, parce qu'il y en a des fois qui me l'amènent ailleurs. Est-ce que tu t'es déjà rendu au bout de tes limites physiques ou psychologiques? À quel endroit te sens-tu en pleine possession de tes moyens? Alors, t'en choisis une. Il y en aura seulement une à ce niveau-là. Ben, limite physique et psychologique, j'en ai déjà parlé assez souvent. Là, j'ai fait des dépressions, une dépression en 2009. Ça me fait rire. Le monde pense que je suis un grand dépressif parce que j'en parle beaucoup. Mais c'était en 2009. Oui, c'était la même dépression que je parle. Tu n'es pas en train d'en faire une autre à toutes les fois que tu en parles. En 2009. Merci. C'est en 2009, là, OK? Puis c'est pour ça que je porte parole de tout ça, parce que je veux que les gars en parlent, tu sais. Oui, mais c'est ça, tu fais beaucoup pour ça, là. Oui. Alors, bon, donc on l'apprend pas. Le truc de limite physique. Oui, celle-là, parce qu'on va pas te donner une autre dépression. La deuxième. Ça, tu peux le mettre là, on va mieux te voir. On va mieux me voir. Parce qu'on veut te voir. OK. Celle-là, c'était quoi, donc? À quel endroit te sens-tu en pleine possession de tes moyens? Nulle part. Sur une moto. Mais sinon, non, je sais pas. Puis la vie intime, vu que j'anime un excellent show qui s'appelle Au-delà du sexe à Télé-Québec. Parlons sexe. Ouvrons les lignes. Parlons sexe. Moi, j'ai fait un balado l'année passée qui s'appelait Sexe oral. Je suis allé parler de sexe et depuis ce temps-là, ma vie a changé, là. C'est comme je savais que le balado était regardé et écouté. Sexe oral, c'est très fort. Oui, puis c'est très bon aussi. Oui, c'est excellent. Puis tu sais, et je suis allé dire des choses en pensant que, je sais pas, une manière, j'ai une grande trappe, j'ai pas de filtre, puis je suis assis dans des gens qui te posent des questions. Fait que une manière,
même s'il y a une couple de 1000 personnes qui voient ça. Et non, quand tu regardes des extraits sur TikTok, tu as 860 000 personnes qui connaissent maintenant ta position préférée, puis ton enfant arrive de l'école en disant « T'as déjà fait ça? » Puis t'es comme « Ah, shit. » Fait que là, je fais un petit peu plus attention. Je suis un peu plus... Bon enfant. Dans l'éducation. C'est pour ça que j'aime le show que je fais à Télé-Québec, que je replogue avec Rosamie Automne-Témorin, qui est fantastique. Au-delà du sexe, Télé-Québec. C'est excellent. C'est bien. À quelle heure? Dis-nous tout, on aime ça. Ben, c'est les mardis 21h, mais là, il y a des reprises tout le temps. Fait que là, notre saison est finie, fait que je sais pas, on est rendu combien de fois par semaine, mais... Mais il faut aller voir ça, mais on peut le regarder aussi sur le site de Télé-Québec. Sur le site de Télé-Québec, tu peux aller voir Au-delà du sexe, c'est super éducatif, à l'heure que c'est le fun. tu veux, quand tu veux. Exactement. Donc, la sexualité a pris longtemps, peut-être trop même, trop de place dans ma vie. J'accordais trop d'importance, je pense, au sexe. Puis je pense qu'en vieillissant, ton regard à la sexualité change parce que tu changes aussi, tu évolues, tes partenaires évoluent, tu découvres différents trucs qui te font plaisir. Puis là, tu fais comme, ça fait des années que je fais ça, j'ai jamais vraiment aimé ça. Ça oui, ça non. Fait que on apprend à se connaître et quand, à fin trentaine, après 20 ans de relation, parce que j'étais 2 fois 10 ans, collé, fait que c'est 20 ans en couple, tu tombes célibataire, puis là, la sexualité qui était régulière et à portée de main, c'est un bon jeu de mots. Je sais pas si tu sais, mais quand t'es stédé 20 ans à voir ce que tu veux, quand tu veux ou presque, puis tu te retrouves en pandémie avec personne que tu peux voir parce qu'on n'est pas dans la même bulle, tu réorganises ta vie différemment. Moi, ça a été un gros coudonc, ça prenait donc une grosse place dans ma vie. Je faisais ça donc souvent. T'avais des partenaires qui te suivaient là-dedans. Ben oui. Fait que mais t'étais assidu. Oui. Disons que... Ton devoir conjugal, oui. Il était là. Il y avait beaucoup de devoirs. Il y avait beaucoup de devoirs. Beaucoup de devoirs et de leçons. Mais là, ça s'est calmé. On dirait que j'ai pris le temps de prendre le temps aussi. De plus être dans la performance. Je pense que les hommes, on a aussi cette pression-là de performer. Tu sais, d'avoir la meilleure érection possible, d'être le plus fort possible, d'avoir quelque chose qu'on parle pas beaucoup aussi, puis que c'est aussi, je trouve que je marche sur des œufs parce que je trouve que c'est 50 fois pire pour les femmes, là. Mais on commence à faire aux petits gars ce qu'on a fait aux filles. On est en train de montrer juste des corps parfaits, puis des six-packs, puis des pecs, puis des beaux gars, puis partout. J'ai une pub de parfum, c'est rendu que le gars est musclé. Là, c'est rendu... je trouve qu'on a pris une tangente avec les hommes. Est-ce que ça, tu l'as senti? Est-ce que ça t'a... En vieillissant, moi, je veux dire, je suis plus ce que j'étais. Puis à un moment donné, tu ouvres la télé, puis tu fais, coudonc, ils sont tous cotes, ils sont tous beaux. On dirait que le dad bod, oui, mais c'était comme... C'était putain la mode, là, je te dirais. Là, c'est comme d'être chubby, c'est pas ce qu'il y a de plus attirant chez ben du monde. Là. Donc, à un moment donné, tu réévalues aussi tout ça, de quoi j'ai l'air tout nu, de quoi... tu te regardes, tu passes... Non, mais c'est drôle, parce que c'est vrai, c'est drôle, tu sais. Là, t'es devant le miroir, puis tu te regardes. Mais non, mais tu sais, à un moment donné, je sais pas, moi, tu te lèves la nuit, tu vas faire pipi, puis tu repasses devant le miroir, puis tu regardes, et si boulot. Eh boy, hein? Les pubis, c'est... Eh boy, OK, les cuisses. Ouais. Pas aussi beau qu'avant, hein? Puis là, à un moment donné, quand tu te retrouves célibataire à 40 ans, tu fais comme, l'air. Je suis bien gêné, ce que j'avais pas été depuis longtemps. Fait que... As-tu l'impression qu'on prend des habitudes avec un partenaire quand on est là? Oui, c'est dangereux. Tu sais, j'aime pas l'expression, mais je vais la dire pareil. Ça va sonner dégueulasse, mais on est dans des bonnes vieilles pantoufles. C'est comme... On fait ça, t'aimes ça, j'aime ça, tel truc. Parfait, excellent, on est heureux les deux, on est satisfait. Puis moi, j'ai tout le temps aimé pimenter mes affaires aussi, puis j'ai eu des partenaires aussi comme ça. Mais là, on dirait que j'arrive à une étape où je me suis informé aussi, où tu sais que la pénétration n'est pas tout ce qui compte, la performance n'est pas ce qui compte. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Donc, ma vie sexuelle, elle est plus saine. C'est vrai que je prends le temps de peut-être plus faire l'amour que d'être en performance. Je trouve que beaucoup de jeunes sont dans la performance. Et ça te vient d'où, ce besoin de performance-là? Je pense que c'est dans... J'en ai parlé hier, en plus, dans une autre entrevue, dans une émission de sexe, où on disait... Tu sais, pendant longtemps, le running gag était... Mettons, moi, j'ai beaucoup d'amis de filles, puis c'est comme... J'ai eu une date, elle est venue en 2 minutes, puis...
sais, il a joué en 2 minutes, il a signé en lapin, puis mon Dieu que c'était plate. Il faisait un cunilingus, je savais pas ce qu'il faisait. Je savais pas il était où mon point G. Je savais pas il était où. Tu sais, puis c'était comme juste des critiques tout le temps que j'entendais, puis je suis comme, moi, je veux pas être ce gars-là. Je veux pas être l'anecdote dans un brunch, dans un Cora, un moment donné, là. Moi, je veux être le meilleur, tu sais. Je veux tout donner, tu sais. Puis dans les films, c'était ça. Tu regardais une comédie, le gars, il zigne 2 minutes, puis il gueule, puis la fille est comme juste là, puis il y a un plat de caméra sur une fille qui a un gars qui s'endort sur elle, puis tu fais, je veux pas être ce gars-là, je veux pas être un running gag. Fait que, tu sais, il y avait comme cette pression-là qui est pernicieuse, qui est sneaky. Je trouve qu'on a, chez les garçons, d'avoir la meilleure érection du monde. Il bandait mou, il Puis là, tu fais comme, coudonc. Fait que je m'étais mis une pression d'avoir la meilleure érection du monde, de durer le plus longtemps possible, d'être un bon amant, Et je dis pas que je l'étais, là. Je me mettais la pression de là. Tu voulais l'être. Ouais. Donc, ça veut dire que tu étais vraiment à l'écoute de ta partenaire. Mais j'étais juste un... Il appelle ça un giver, tu sais, juste quelqu'un... Je prenais jamais tant de... moi. Parce que tu étais dans la performance pour l'autre, c'est ça. C'est sûr qu'elle me sentait déconnectée, tu sais. T'es juste là à vouloir donner un orgasme, puis elle devait faire comme... Ah, OK, merci. C'était mécanique. Ça, c'est un peu check. C'est fait. Moi, c'était comme, elle pourra pas chialer. Tu sais, c'était pas aussi pathétique. Mais c'est important ce que tu dis. Ça veut dire que des fois, les petites discussions qui ont l'air de rien peuvent faire un autre chemin dans la tête de quelqu'un, justement à banaliser une relation sexuelle, en banalisant ce que tu as vécu, mais ça peut amener une notion de performance chez lui qui l'entend. Ben, chez beaucoup de garçons, je te dirais que j'aime ça entendre ça parce qu'on le réalise pas tout le temps, ce que tu viens de dire. Puis Eric Preach, avec qui j'étais hier dans l'entrevue, il était d'accord avec moi, puis je trouvais ça le fun d'avoir un autre gars avec moi. C'était une des premières fois que j'en parlais publiquement, de faire comme... Mais tu sais, le nombre de fois qu'on entend des gags sur la grosseur du sexe, sur ci, sur ça, puis je te dis pas que ça s'est pas fait à l'inverse, là. Je veux dire, les gars sont tout aussi pathétiques de l'autre bord, même pire. Mais je te dis juste que ça se fait aussi de l'autre côté et que je pense que ça rentre dans la tête de quelques garçons de faire OK, est-ce que mon sexe est assez gros? Est-ce qu'il est assez dur? Est-ce que je dure assez longtemps? Est-ce que j'ai fait assez de positions? Est-ce que je l'ai brassé? J'ai-tu été le mâle alpha? Tu sais, j'ai fait un bon cunilingus parce que là, écoutez, toutes les running gags partout, tous les gars savent pas comment faire de cunilingus. Fait que là, c'est comme... Je pense qu'il y a une pression que les gars n'en parlent même pas. Puis là, hier, quand j'ai vu quelqu'un d'autre faire tellement, même aussi, c'était telle affaire, c'était mes amis de filles qui disaient ça. Je pense que c'est les gars qui ont des amis de filles plus, là, qui ont entendu ce genre de commentaires-là. Oui. Parce que les filles sont assez à l'aise pour le dire. Là, maintenant, t'as lâché prise. Oui. Vraiment, j'ai pris le... Je suis plus dans j'ai une super relation saine en ce moment avec quelqu'un où si ça nous tente pas, ça tente pas. Puis si ça fait une semaine, c'est pas grave, on s'en parle. Puis, tu sais, la fréquence est plus une importance pour moi. Parce que tu prends plus de plaisir? Oui, parce que je prends le temps de prendre le temps, tu sais, de me demander c'est quoi mes sensations, c'est quoi... Je trouve qu'on est beaucoup de garçons qui avons été très mécaniques, très physiques, mais pas dans le feeling. Donc, de prendre le temps de pas être en concurrence avec... le jouet, là. Tu sais, il y a beaucoup de garçons, c'est ça. Tu sais, de faire comme, il faut que je sois plus performant que ces jouets, tu sais. Que ces jouets sexuels. Oui, tu te fais comme, ça n'arrivera pas, je te le dis tout de suite, ça n'arrivera pas, mon ami. Donc, tu penses que c'est une bataille perdue? Ben, je pense que c'est deux choses complètement différentes. Oui. Tu sais, moi, je pense que parlons-en des jouets sexuels. Les jouets, ils sont les bienvenus dans un lit. Tu sais, il y a beaucoup de garçons qui voient ça comme un... Non, vous voyez comme un acolyte. T'es Batman, c'est Robin, ou ça sera Batman, lui, puis toi, Robin. Parce que les gars ils sont en compétition. Ben, je veux pas parler pour tous les garçons. Mais quand t'en jases, je pense que oui. Puis je pense que, tu sais, à regarder ce qui circule sur les réseaux sociaux, ça va souvent être ça, tu sais. Ou à écouter des filles parler qui font, j'ai entendu des fois une histoire d'une amie, je veux pas la nommer, mais qui me disait que son chum l'empêchait d'avoir des jouets, tu sais. Puis c'est quelque chose que j'ai entendu d'une amie personnelle. Puis à un moment donné, t'en parles à d'autres mondes. Oui, je connais une fille. Puis là, tu réalises que il y a des gars qui disent non à leur blonde d'avoir des jouets. Mais à quel point t'as l'ego fragile. C'est comme, à quel point ta masculinité est très mince, elle est faite en petites bulles de savon, là. C'est comme si, laisse ta femme avoir du fun, tu sais, c'est comme... En même temps, je suis qui pour dire ça, je sais pas, là. Ben, t'es Jonathan, là. C'est ta vision à toi. C'est ma vision à moi. Tu l'as vécu aussi. Tu sais de quoi tu parles. Oui. Donc, est-ce que vieillir, ça te fait peur sur le plan sexuel? Oui. Pour la performance, malheureusement. Mais en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans la vulnérabilité de faire écoute, à soir, j'ai un peu plus de misère ou j'ai moins de cardio. On dirait qu'aujourd'hui, tu sais, on vieillit,
J'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux. Tu ris, mais tu le sais, là. Tout le monde qui nous écoute en ce moment, c'est quelque chose qu'on voit pas, ça, dans un film, 2 personnes qui font l'amour, puis il y en a un qui pogne une crampe de mollet, tu sais. Non, mais c'est ça la réalité, de faire j'ai soif, d'être essoufflé, de faire tiens, un verre d'eau sur la table de nuit. Tu sais, on le voit pas, ça. On banalise. Pourquoi tu le fais pas? Ben, parce que. Là, ton micro, il veut. On dirait qu'il. Il veut plus, là. Il est pas en performance. Il est pas en performance, mon micro, là. Il est fatigué, le micro, là. Il a eu une dure journée. Il a le droit d'avoir une dure journée. Okay. Il aurait besoin d'une petite pilule bleue, notre micro, pour rester jaune, là. Mais je trouve qu'on... Mais tu devrais faire quelque chose. Ben, peut-être d'en rire. Un numéro, peut-être, d'humour, éventuellement, ou un sketch. Mais tu sais, est-ce que tu produirais des capsules? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Ben, si... Ben, des capsules, je parle des émissions, je sais pas pourquoi je dis mot capsule. Ben, c'est comme là, avec l'émission qu'on fait, on en discute un peu. C'est sûr qu'avec Télé-Québec, on est plus dans l'angle télé. Ouais, c'est ça. Et Télé-Québec, c'est plus éducatif. Ouais. D'en rire, puis de faire... de dire, oui, je serais à l'aise. J'ai juste jamais pensé. Mais parce que, tu sais, dans Annie et ses hommes, avec Denis Bouchard et Guylaine Tremblay, il y avait ce genre de scène, là, tu sais, Puis je pense que cette série-là a vraiment marché beaucoup parce qu'on se reconnaissait toutes, où c'était cette vie qui est comme malgré tout parfaite, tout va bien, mais en même temps avec plein d'enjeux, des fois des malaises, comment, même si ça fait longtemps que tu connais comment tu vis ça. Et là, t'en parles, puis je trouve que c'est vrai que ça, c'est rare qu'on voit. Oui, des relations sexuelles vulnérables. Oui. Sans que ce soit risible nécessairement. Non, juste parce que comme... quelqu'un qui perd son érection, là, tout le monde va rire. Mais c'est comme, je sais pas, il faudrait que je trouve l'angle pour l'aborder, mais oui, je serais super à l'aise de le jouer. Aussi, une année, j'avais une idée de série télé que j'avais commencé à écrire, mais que je me disais, qui va vouloir diffuser et aller aussi loin? T'sais, au Québec, on est très, très prude là-dessus. On aime mieux, dans l'ancien compte, c'est correct de voir des totons, mais... dans une série où on parlerait de sexualité, ah non, là ça devient touché, tu sais. Ou d'un pénis à l'écran, on n'a jamais vu, tu sais. C'est tout le temps... À part Roy Dupuis de Mané quand il descend bien vite d'un fille de Caleb dans le lac, là, dans le film J'en suis. On salue Patrick et Roy. Mais sinon, tu sais, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, qu'on voit pas... Mané, juste normaliser tout ça, là. Ouais, normaliser. Et de déconstruire, de défaire ces petits nœuds-là là, qui sont très Photoshop de la sexualité, que les jeunes voient sur Pornhub, puis sur tous les sites de porn, puis de faire « Hey, ça se peut que tu déclenches les règles, puis des stretch marks, c'est normal, puis un poil incarné, ça se peut, puis des cicatrices, ça existe, puis avoir mal au sein, ça existe, puis avoir mal, puis qu'après 10 minutes, tu fais « Hey, j'ai mal à soir, puis t'as besoin d'un petit coup de pouce, puis de lubrifiant, puis de... » Tu sais, c'est ça pour tout le monde, et à la télé, c'est pas ce qu'on voit, donc je trouve ça triste. Merci d'en parler. Ben, c'est ça, c'est normal tout ça. Moi, il le dit. Ça te tenterait pas d'être sexologue? Eh boy, non. Non. Tu peux être historien de la sexualité. Historien de sexualité. Ah, mais il y a un site, pas un site, une page qui s'appelle Kinky Stuff que je suis sur Instagram. C'est vraiment fun. C'est tout des Kinky Historian Stuff, quelque chose comme ça. C'est une Australienne qui se spécialise dans l'histoire, c'est une sexologue. Et c'est super boblé, funny. Et elle parle de trucs historiques en lien avec la sexualité. Et c'est toujours intéressant. T'as un sourire en coin, t'apprends plein de trucs. Puis je m'étais abonné quand j'avais commencé le show à Télé-Québec pour essayer d'aller chercher le plus d'angles possible. Puis de... Très bonne idée. Kinky Historian Stuff, quelque chose comme ça. Ouais. On se souviendra, c'est le niveau des si. C'est des questions hypothétiques. Ouais. Tu es en pigeonne, tu me la donnes. Merci. Crois-tu qu'il y a... Ah. Ben là, je sais pas si elle est bonne. Parce qu'on a déjà parlé. Crois-tu qu'il y a des esprits qui vivent parmi nous? Oh ben là, on va prendre une autre. On a parlé au début. On a parlé au début, on a cassé la glace. La lampe d'Aladin existe. Quels sont tes 3 vœux? Ah, mon Dieu. C'est tellement une bonne question que je vais être sûr de bien répondre. Je réfléchis. OK. Mon premier souhait, je pense que tu sais, ça va être quoi? C'est que mon fils n'ait plus jamais à vivre avec le mot cancer. Que ma famille... Ben, qu'un enfant. Qu'on se donne dans la gang, là, à partir de 30-35 ans, là, c'est correct. Là. En bas de ça, non. Plus de maladie. Ouais, ça serait que mon fils soit... qu'on s'assure à 100% que c'est correct pour le restant de ses jours. Le deuxième, ça serait... Mais quand je parle de Xav, j'inclus aussi mon Jules,
C'est comme pour les enfants, là, mon premier souhait. Là. Ouais. Pas de maladie pour les enfants. Ça suffit. Deuxième. Mon Dieu, que ça va être dark, ce que je vais dire. Mais c'est vraiment, je pense, ce que je demanderais. Que beaucoup, beaucoup de gouvernements tombent en ce moment. Tout ce qui est totalitaire, tout ce qui... Je suis tanné parce que eux, quand ils font ça ailleurs, là, nous, on essaie d'aller mettre la démocratie là-bas parce qu'on se prend pour l'Occident pour les meilleurs. Puis là, ben, eux, tout ça, je suis tanné. Je suis tanné de ces folies de certains chefs d'État. Ouais, ça serait ça que je réglerais d'un coup. Puis là, ben, c'est difficile de savoir qui a raison, qui a tort. Mais... tu ferais ça? Moi, je ferais ça, moi. Moi, t'arrangerais ça, moi. Les gens parlent comme un vendeur de char. T'arrangerais ça, moi, ces options-là. Tout t'en va, fini. Et puis, le dernier ne sera pas original non plus. C'est difficile d'être original dans ces trucs-là, là. Mais ça serait... de ralentir les changements climatiques. Parce que je pense qu'ils doivent arriver à un moment donné. Là. Je pense que la ballonne, il faut qu'elle te pète d'en face. Ça, c'est mon côté très cynique. Et ouais. de faire, bon, on a couru après. Vous voulez pas écouter, ben que ça pète. Mais j'ai l'impression que ça a commencé puis que j'aimerais ça que ça... Je fais un peu d'éco-anxiété depuis quelques années. Fait que là, je suis comme... J'aimerais ça, là, avoir la paix comme en 2015 un peu, là. C'est genre, avoir la tête tranquille avec ça. Savoir que mes enfants vont vieillir puis que ils n'auront pas à écoper des épais qui n'ont pas écouté les signes qui étaient depuis les années 60, là, les premiers livres sur le sujet. Là. Ça faisait longtemps que certains gouvernements le savaient. Tu sais. Oh oui. Il y a un livre qui s'appelle Les solutions du Pentagone, je pense, quelque chose comme ça, qui est un livre qui a été écrit basé sur des documents qui ont été... qui sont sortis publics dans les années 60 sur les premiers réchauffements climatiques, sur la tangente, et sur tous les scénarios possibles d'alliance entre pays. Eux vont écoper en premier à cause de la montée des eaux. Là, il va y avoir plus de... C'est sûr que c'est anxiogène. Et là, tu vois que ça se passe. Oui. C'est pas Nostradamus, là. J'ai lu ça en 2003, 2004, dans un des premiers voyages. Puis, il n'y a pas grand-chose là-dedans jusqu'à date qui ne s'est pas passé. Fait que tu fais comme... Ah, shit. Fait que ce qui veut dire que dans les 150 prochaines années, c'est ça qu'on aligne, là, tu sais. Est-ce que tu as une question pour moi? Est-ce que tu as répondu aux questions hypothétiques? Oui. J'en aurais une pour toi. Et c'est pourquoi tu t'intéresses autant aux gens? Parce que c'est ma passion. Honnêtement, là... Mais qu'est-ce qui te passionne? Chez Parce que quelqu'un? ça fait des années que tu nous poses des questions, que tu es tout le temps attentive, que tu veux apprendre. Mais qu'est-ce que tu vas chercher chez nous? Dans nos vies? La compréhension de l'humain. La compréhension... Écoute, pour moi, un être humain, un cerveau, c'est fascinant. Tu sais, on est de l'espèce humaine. Un homme, une femme, on n'est pas pareil. Pas pareil physiquement, pas pareil. On peut pas prédire les comportements de quelqu'un. Mais moi, j'aime comprendre d'où viennent les affaires, tu sais. Pourquoi toi, t'es comme ça? C'est pour ça que je pose autant de questions. Pour moi, chaque personne est à découvrir. C'est comme mettons, tu grattes, là, t'as un petit gratteux, là, t'as hâte de découvrir chaque chiffre, voir si tu vas gagner quelque chose. Mais pour moi, c'est gratter, là, c'est comme découvrir quelque chose, un lot. Moi, j'ai un lot à chaque fois. Tu sais, j'ai pas besoin d'en avoir 3 pour gagner de quoi. Ouais. Pour moi, c'est juste, OK, je viens de découvrir quelqu'un. Wow! Et je trouve que aussi, moi, j'aime pas les tabous, j'aime pas les préjugés. Et j'en ai, je te l'ai dit tantôt. Oui, on en a tous. Avant de te connaître, j'avais déjà. Mais en te connaissant, donc moi, j'aime confronter mes tabous et mes préjugés. J'aime ça, dire, OK, je vais changer d'idée. Je vais nourrir ça. Donc, en t'intéressant aux autres, ça t'amène à te questionner sur beaucoup de choses. Fait que t'as l'impression de grandir en autant... Tout le temps. Tout le temps. À chaque rencontre, tu grandis. Et de m'insurger contre plein de choses. Des fois, les gens ont vécu des situations... terribles, puis tu te dis, OK, puis ça a eu telle conséquence, puis elle m'en parle encore parce que toute sa vie, ça a été teinté. Et là, après ça, j'ai envie d'aller parler à un spécialiste, dire, OK, quand on vit ça, et tu vois, fait que c'est une roue qui tourne, mais qui grandit tout le temps. As-tu étudié en sociaux?
Non. T'aurais-tu aimé ça? Ben moi, j'aurais aimé étudier en en psychologie. Mais j'aime l'anthropologie énormément. Ouais. J'aime toutes ces sciences-là. Et d'animer, comme je l'ai fait accidentellement dans ma vie, c'est arrivé à 40 ans. Ouais. Mais moi, c'est comme si j'avais été à l'université. Mm-hmm. Tu sais, vraiment, à l'université en sociaux, en psycho, en anthropologie, justement, humaine, Puis là, je continue. Tu sais, pour moi, une rencontre comme on a fait, je pense plus au reste, là. C'est à toi que je pense. J'essaie de te comprendre, là, tu sais, sans jugement. Et je fais pas attention à mes questions. Est-ce que c'était une question indiscrète ou pas? Ça va avec l'histoire. C'est pour ça que moi, j'aimais pas, tu sais, faire des entrevues avec toutes les questions d'avance parce que moi, je sais pas. Qu'est-ce qu'il va répondre? Ben oui, je sais pas. Tu sais, si je t'avais, mettons, si t'étais tombé sur la question, quelle période de ta vie aimerais-tu revivre? Mais je le sais pas. Mes problèmes t'avais tombé sur cette question-là, on serait tombé ailleurs. Puis j'aurais peut-être pas parlé de sexualité, tu comprends, mais c'était pas. Pour moi, je voulais pas nécessairement parler de sexualité avec toi, mais je savais que si on en parlait, t'allais être ouvert. Il allait pas avoir un malaise. Fait, je fais attention quand même dans le choix de mes questions par rapport à ça. C'est comme si à chaque jour, tu voulais évoluer aussi en tant qu'individu. Tout le temps. T'apprends, t'as une soif d'apprendre, puis d'évolution. Puis tu disais que tu t'aimes, pas que t'aimes, mais que tu t'insurges. Oui, beaucoup. C'est-tu pour ça que la politique t'a autant complètement trippé? Ouais. Complètement. Puis, tu sais, puis la politique, c'est une expérience humaine. C'est une expérience d'abord humaine. La politique, ce sont des humains qui s'unissent avec avec une cause, tu comprends? Mais la politique, elle n'existe pas tout ça. Je veux dire, un parlement, personne dedans, ça apporte rien. Qu'est-ce qui apporte? C'est le monde qui constitue un parlement. Et est-ce que tu trouves que ces parlements-là, plus on évolue, plus ça devient des bureaucrates, plus que de l'humain? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de politiciens qui partent avec plein de bonnes intentions, puis qu'à un moment donné, ils deviennent de la roche. À force d'essayer de faire passer des projets, ils travaillent tellement fort, puis c'est 10 000 échecs pour une réussite en politique. Mais c'est dur, la politique. Ben, c'est dur. Extrêmement difficile. L'opinion publique, c'est la base. Je veux dire, c'est quand même les... tu sais, quand tu es un militant, moi, j'ai vu des gens d'affaires arriver en politique. Une personne qui a eu une grosse entreprise dans sa vie est en haut de la pyramide. Et là, les gens l'écoutent. Quand tu es un politicien, quand tu fais de la politique, tu es en bas. Tu comprends? C'est que tu écoutes les gens. Tu es sur le terrain. Il faut que tu ailles aux gens. Et moi, quand je vois des gens d'affaires, je dis, OK, eux autres sont tous à l'envers. Ils pensent qu'ils vont arriver dans un congrès, puis ils vont dire aux gens, voici comment ça marche. Un congrès, c'est les gens qui viennent te dire, voici ce qu'on veut. En vue de la prochaine élection, ça se travaille dans les comtés. Mais pour moi, c'est ça la démocratie, tu comprends? Alors moi, j'y crois encore parce que j'ai été une militante, parce que j'ai vu des militants. Il y a encore des militants. Je viens d'avoir un événement il n'y a pas longtemps où j'ai vu d'anciens militants avec qui... puis on se disait, on était beau à voir parce que, premièrement, il y avait un sens de l'engagement qui était incroyable. Oui, envers... une cause, si tu veux, envers, on avait des objectifs, mais c'était d'abord envers les uns les autres. On était là les uns pour les autres parce que... Mais le tout avec une idéologie de parti. Absolument. Sinon, mais t'as pas besoin d'être d'accord avec tout, mais il faut que tu ailles une base, c'est sûr. Mais de porter une idéologie commune, c'est sûr que ça apporte un sentiment à l'intérieur. Moi, ça m'apportait beaucoup de bien-être. De se retrouver ensemble, puis moi, je suis une fille d'action, fait que tu te retrousses les manches. OK, il faut aller distribuer des dépliants. On embarque d'une voiture. OK, on fait du porte-à-porte. Il faut faire un lunch pour 80 personnes. On fait des sandwichs aux œufs parce qu'il y a des bénévoles. Ça, moi, j'ai tout aimé ça. Parce qu'il y avait du travail, puis j'aimais les militants. Mais les militants, c'est encore des humains, là. Oui. Puis c'est de savoir, tu sais, quand tu formes une équipe, OK, lui, parce que quand tu t'engages dans une campagne électorale, Jonathan, c'est très, très difficile. Tu sais, c'est 40 jours où tu as l'autobus des médias derrière, moindre faux pas, ça devient... Non, puis tu perds des points, puis là, tu as des sondages, puis là, ben, tu es en élection, là. C'est une guerre, là, quelque part, passive, mais tu veux gagner, tu comprends? Ça... Et tu peux pas dire, il vaut mieux participer. Là. Quand tu te présentes en politique, c'est parce que tu crois assez en tes idées que tu veux les mettre en place. Fait qu'il faut que tu gagnes. Tu dis quoi aux gens qui sont désillusionnés avec la politique? Parce que j'ai l'impression que depuis quelques années... Il y en a beaucoup. Il y en a trop de gens qui, au lieu de s'éduquer, vont se désillusionner, vont tomber dans un c'est comme si le je m'en foutisme était
était rendu la neutralité, puis ça me fait un peu de peine. Là. Mais c'est terrible, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à sacrifier leur vie pour vivre dans un endroit démocratique, pour avoir les droits qu'on a. Nous, on les prend pour acquis. Mais on les prend pour acquis, puis on a l'impression qu'on ne fait pas la différence. Mais oui, parce que juste qui on met au pouvoir, ben c'est des électeurs qui sont allés voter, là. S'il n'y a personne qui a voté pour un parti, il ne sera pas au pouvoir. Fait que déjà, quand on dit qu'on ne change pas la donne, déjà, ça ne fonctionne pas. Puis tu sais, on a des élus municipaux, on a des élus très près de nous. Des fois, on peut ne pas vouloir... on ne croit pas à ce que plus grand, mais au moins, croyez à ce que vous avez le plus près de vous. Parce que sur ta rue... Ben oui. Tu as du contrôle jusque sur ta rue. Tu sais, un conseiller municipal, là, ça sert à ça aussi, c'est important, là. Fait que faut... Tu sais, moi, je me suis toujours impliquée à tous les niveaux, mais moi... Je peux pas ne pas croire en je l'ai fait, je l'ai vécu, cette vie-là, puis je peux pas croire à ça. Oui, il y a des gens qui le font par opportunisme. Oui, il y a toutes sortes de monde. Oui, mais c'est dans n'importe quel métier. Oui. La corruption a fait très mal. Il y a eu des choses dans les dernières années qui ont fait très mal à cette image qu'on a de la politique. Mais la politique, c'est d'abord des hommes et des femmes qui ont des familles, qui ont été élus dans leur comté. Si je parle des élus, qui sont redevables, qui le samedi soir sont dans des activités de comté, qui mettent des fois un peu leur famille de côté. Quand quelqu'un fait de la politique, c'est toute la famille qui doit endosser cette vie politique-là. Parce qu'elle est sous la bannière de l'idéologie de la famille aussi. Complètement. Je veux dire, vous avez des enfants qui partagent peut-être pas les mêmes opinions que toi puis Mario, mais que de ce que je connais du peu de vous autres, ça doit... leur point de vue doit être les bienvenus à la table aussi. Absolument. Parce que je pense que vous êtes beaucoup dans le dialogue aussi. Là. Mais moi, une opinion argumente là. Oui. Fais pas juste dire ça, c'est de la merde. Puis... Non, OK. Ça, c'est de la merde, inacceptable. Pourquoi c'est de la merde? On va partir de là. Là, la discussion commence. OK, bien là, c'est intéressant de dire, OK, toi, ça te touchait. Parce qu'en politique, il faut avoir le droit de changer d'idée. Parce qu'on a bien de la misère au Québec, d'ailleurs, à comprendre que si tu fais une tournée de consultation, puis tu reviens, puis tu as changé d'idée, bien, tu l'as peut-être pas fait pour rien. Moi, des fois, les tournées de consultation, quand le point de départ est le même que le point d'arrivée, tu dis, OK, mais comment ça se fait? C'était-tu une chambre d'écho ou c'était une vraie tournée de consultation? Donc, moi, tous les gens qui veulent aller en politique, là, je leur dis, c'est la meilleure école. Moi, ça m'a formée. J'ai été à l'université, mais ma plus grande université a été la politique. J'ai déjà apprendre comment fonctionne le système dans lequel j'évolue, de comprendre que j'ai des leviers dans ce système-là, de comprendre que chacun, on est un filet de sécurité pour l'autre, puis de s'impliquer socialement. C'est une forme de vie politique aussi, dans le sens qu'on s'implique pour sa société et qu'un individu peut aussi faire une différence, mais quand tu vas en politique, c'est que tu te mets la face au vent. Parce que là, bon, tu as été élu, tu prends des décisions, tu es populaire, tu es impopulaire, des fois tu es d'accord avec ton chef, des fois tu l'es pas d'accord, tu as l'opposition, tu grandis des fois dans un milieu où il y a plus d'hostilité. Une campagne électorale, c'est moi ce qui me manque le plus, cette espèce d'adrénaline, des hauts, des bas. Moi, j'ai toujours aimé ça. Tu sais, moi, c'est sûr, si tu m'amènes à la guerre, moi, je suis en avant, là, tu comprends? Ouais. Mais ça, c'est important de savoir, hein, quand tu pars en campagne électorale, qui tu mets où. Il y en a qui ne sont pas capables de subir cette pression-là. Tu vas les perdre sur la route. On tombe toute malade après une campagne électorale parce qu'on a l'adrénaline. Puis on dirait, une fois que c'est fini, que tu gagnes, que complètement, on tombe toute malade. Puis là, quand tu perds, tu tombes malade vraiment longtemps, on dirait. Là. Marie, tu dirais quoi, mettons, à des Daniel Desthérèse, mes parents, qui, eux, des fois, je les écoute parler, qui sont ils font partie des désillusionnés, de mon Dieu, ça donne plus rien de voter, on n'a jamais ce qu'on veut. Tu dirais quoi à ces gens-là pour leur redonner goût de s'intéresser à la politique? Mais tu sais, quand tu dis on n'a jamais ce qu'on veut, ça, il faut quand même regarder ce qu'il y a. T'sais, c'est quoi les priorités de tes parents présentement? Est-ce que, mettons, c'est de savoir est-ce qu'ils auront une rente? Est-ce que, tu sais, parce que moi, je me souviens, quand j'étais jeune, quand j'ai commencé à travailler, on me disait, mais tu n'auras même pas de pension de vieillesse. Tu sais, je veux dire, il faut qu'ils veillent à ça, tes parents. Faut qu'ils. Ben là, je dis ça, je connais pas les priorités de tes parents, mais tu comprends. Il faut dire, OK, quel des partis me représente? Il faut avoir la curiosité d'aller lire les programmes. Parce que souvent, on a l'idéologie d'un programme. Tu sais, mettons, j'ai lu un livre, je me rappelle plus c'était qui disait essaie de trouver la plus grande qualité à ton adversaire. Puis c'est là que tu vas te rendre compte que peut-être qu'en politique, le parti pour qui tu pensais que tu allais voter, c'est ça. Hey, mettons là, puis je peux même pas croire, je vais dire ça publiquement, OK? Quand j'étais au Colorado, à un moment donné, il pleuvait. Je suis arrêté dans un genre de cigar lounge café. C'est la seule chose qu'il y avait sur la route. Je m'arrête.
Je rentre à l'intérieur tout trempé. L'homme a une casquette « Make America Great Again ». Casquette rouge. Les casquettes rouges aux États-Unis, c'est des trompistes. Je regarde la déco puis je fais « OK, c'est un trompiste qui semble de droite et très loin de ce que je suis. » Mais il m'invite, il fait « Mon Dieu, il pleut dehors, rentre. » Fait que là, je fais un joke, il n'y a pas trop de clients, je leur ferai pas peur. Il dit non, assieds-toi. Fait que il reconnaît mon accent, là, il me dit tu viens de où? Montréal, là. Je suis allé là, jeune, puis on se met à parler. Puis je me dis, tant qu'on parle pas de politique, je pense qu'on va être correct. T'sais. Puis ça prend pas 10 minutes, c'est un trompiste. Il va étaler ses couleurs. Ils sont souvent comme ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, je vais être bien honnête, mettons, moi, ce qu'on me dépeint de cet homme-là, là, c'est un misogyne. Il dit, oui, il dit, puis c'est ce qui est. Je dis, mais qu'est-ce qui t'amène à porter sa casquette? Qu'est-ce qui t'amène à. Que je peux même pas concevoir qu'on vote pour cet homme-là. Mais il va tellement chercher de votes que je me dis, ça peut pas être que des gens faibles de QI qui votent pour un gars qui a déjà passé à la télé. Qu'est-ce que t'as répondu? Et il me dit tout ce qu'il a fait avec les banques et les prêts envers les agriculteurs. Parce qu'il dit, moi, j'ai une famille d'agriculteurs. Et c'est le seul qui, dans l'État, ici, a réussi à freiner les taux qui n'arrêtaient plus de monter. Il a fixé les taux des agriculteurs qui demandaient des prêts pour du grain, pour de la machinerie. Il dit, à chaque année, depuis toujours ici, c'est ça qu'on demande. Et c'est le seul président qui s'est levé debout pour les agriculteurs de chez nous. Puis il a dit aux banques, ça suffit vos taux d'intérêt qui ne sont pas fixes. Fait que lui, il avait son enjeu. Il avait son enjeu. Et c'est cette journée-là que j'ai fait... Oh mon Dieu, j'attends, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, ce gars-là s'est battu pour les agriculteurs aux États-Unis, puis il a dit aux banques que ça suffit, les taux d'intérêt, tout ce qui est variable, puis que là, ça monte, puis que le gars, il pensait qu'il avait une dette de 2,2, puis non, il a une dette de 2,9 millions en matin en te levant. Non, ça va être ça. L'agriculteur peut budgéter. C'est une vie difficile. Mais c'est une image que tu donnes qui est importante. Hey, jamais j'aurais pensé vanter cet homme-là. Je vanterai jamais Donald Trump pour ce qu'il dit. Mais ce que tu as compris, ce qu'il faisait sur l'homme que tu as rencontré. Sur l'homme que j'ai rencontré, j'ai fait... OK, fait que toi, c'est ça, c'est que t'es agriculteur, outre ta business, là, puis c'est ça qui est venu te chercher. J'ai compris comment on pouvait voter pour un parti que tu sembles pas comprendre si tu vas chercher, comme tu dis, ce que mes parents ont besoin dans un parti. Oui, parce que dire, faut quand même que tu fasses un effort. La démocratie exige des efforts. Mm-hmm. Déjà, te mettre au courant, c'est quoi les programmes des différents partis politiques. Qu'est-ce que tu es obligé de voter? Parce que souvent, on va voter pour celui qu'on pense qu'il va prendre le pouvoir. Ouais. Mais si on votait, parce que ça, il y a des votes stratégiques là-dedans aussi, mais si on votait avec ses besoins. Excuse-moi, Marie-Claude, je m'excuse, c'est vraiment impoli. Il faut absolument que je check l'heure. Je suis en tournage, moi. J'interviewe des gens, moi, tantôt. Il est quelle heure? Midi et 20. OK, on finit. Dans 5 minutes, on finit. Moi, je t'ai coupé ça. Mais non, c'est correct. J'ai fait, hey, c'est bien le fun d'interviewer Marie-Claude. J'ai interviewé tantôt Phil Roy. Tout mon dossier, il faut que j'aille finir. OK, ben c'est bon. Non, voilà. Mais c'est ça. Fait que tout ça pour dire que tes parents lisent les programmes et qui probablement qu'ils se demandent qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que quand t'as pas d'attente, déjà, là, avec le taux de taxes qu'on paye et les impôts, on va te dire une affaire, on peut pas dire qu'on s'en fout. Exactement. On peut pas. On n'a pas le droit. Ça nous coûte trop cher. Ça nous coûte énormément. Ouais. En ce moment. Prenons le petit 10 minutes. Ayons ce qu'on veut, au moins, votons pour quelqu'un qui nous donne l'espoir d'aller chercher ce qu'on veut en échange de tout ce qu'on paie. L'autre fois, j'ai dit à mon père, t'es capable d'aller lire tous les reviews d'un cossin sur Amazon avant de l'acheter. Tu peux aller lire. T'es capable d'aller lire ce qu'un parti a à t'offrir. Ils sont super bien faits, en plus, ces programmes. C'est rendu simple. C'est très marketing, la manière qu'ils font. En dernière question, OK? Oui. Tu meurs demain, est-ce que tu pars en paix? Oui, totalement. Totalement. J'aurais du regret parce que je verrais pas mes fils grandir. Et mes plus grandes fiertés dans ma vie, c'est mes 2 garçons. Je suis tellement fier de ces 2 garçons-là. Ça serait de ne pas pouvoir les grandir puis de ne pas pouvoir... J'ai des road trips de moto que je veux faire avec eux, des voyages que je veux faire avec eux, puis des aventures à la Indiana Jones que je veux faire avec eux. Ça serait mon seul regret, ce serait de ne pas closer ça avec eux. Mais, mettons, aujourd'hui, je pars d'ici, je me fais frapper par la foudre, je décède, j'ai été heureux. J'ai eu des amoureuses incroyables. J'ai eu des grandes histoires d'amour. J'ai vécu pour 1000 personnes à 40 ans. J'ai 40, puis des fois, je me dis, je suis chanceux. J'ai été aux 4 coins du monde. J'ai vécu des histoires qui n'ont pas de sens. Je fais ce que je veux quand je veux. Quelle belle réponse. Oui, fait que je pourrais mourir tantôt. Ça me ferait chier de ne pas pouvoir voir mes enfants grandir, mais je serais satisfait de ce que j'ai donné. Puis de ce que j'ai légué, je t'avais déjà dit dans une autre entrevue que j'ai peur de partir puis de pas avoir marqué les gens. Et ça m'a habité, ça, quand on a eu cette discussion-là, parce que je suis parti en voiture puis je me disais, est-ce que les gens... mais j'ai fait 2 séries qui, je le sais, vont avoir marqué les gens.
Parce que j'ai été un des premiers à en faire sur Internet. T'as écrit des livres aussi. J'ai écrit des livres, mais tu sais, j'ai fait quelque chose qui va rester. Puis pas autant que Coluche, mais je vais avoir fait des choses. Puis qui va avoir laissé une toute petite affaire, une petite ligne. Puis je suis comme, bon, mon ego est correct. Merci, Jonathan Roberge. Hey, ben merci à toi. Hey, deuxième, ouvre ton jeu. Je suis quasiment prête à en faire un troisième. J'en fais un troisième, écoute. Ma psy, elle vient de partir à la retraite. Veux-tu m'aider? Je vais me faire poursuivre par l'autre des psys. Mais comme ça, de façon informelle, j'adore ça. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Et je vous dis, merci d'avoir été là. Puis on se retrouve pour un prochain podcast. Bye bye tout le monde. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca.